Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir, live numéro 58 en compagnie de Laurent Lebaume, mais aussi de mes acolytes. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci à vous d'être avec nous pour ce mercredi soir. On l'a dit avec Laurent Lebob qui va venir nous présenter son nouveau livre Témoignages invisibles. Sonia, on aura l'occasion d'entendre ta chronique dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Alors, si vous aimez les enquêtes qui vont à 100 à l'heure, hein, les tirs qui volent de partout et tout ça, c'est le livre qui est fait pour vous. Et puis, mesdames, je vous le conseille parce qu'il y a le petit Gabriel à l'intérieur qui est... Voilà, le moindre souci que j'ai à la maison, je peux faire appel à lui, en fait, maintenant. Eh ben, écoute, on t'écoutera dans quelques instants, bien évidemment, pour suivre les aventures de Gabriel. On aura aussi la chance d'avoir l'extrait de Marie, la question de l'invité, et on terminera par Séraphine et le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Laurent? Laurent, il me fait penser, en fait, Gabriel, son personnage, c'est voilà, c'est le digne descendant de James Bond, de Malco, de SAS et des Hubert de OSS 117. Donc, je voudrais bien savoir si derrière Laurent, il n'y a pas un petit peu comme dans le film avec Belmondo, tu sais, le Magnifique, entre l'écrivain et le personnage. Eh ben, écoute, J'ai on envie de, t'écoutera, voilà, on le rappelle j'ai envie d'en en fin savoir. d'émission. Oui. Eh ben, écoute, on t'écoutera en fin d'émission, effectivement. Et puis, je vous rappelle, hein, mes chers amis, que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre hein, chaque mercredi et chaque vendredi sur Facebook et sur YouTube à 19h30 pour suivre cette émission où l'on reçoit un invité pour répondre à vos questions. Et je vous rappelle qu'effectivement, à partir de septembre, l'émission sera disponible en direct et en rediffusion sur la page Facebook et YouTube, chère Sonia, donc de Entre l'encre et les mots. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie d'être présent et je vous propose tout de suite d'accueillir donc Laurent Lebob. Et bonsoir Laurent. Bonsoir Florian. Merci à toi d'être avec nous. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Donc, on l'a dit pour venir parler de ce livre, de cette saga, Témoignages invisibles. On va avoir l'occasion d'en parler longuement. Tu connais le principe de l'émission. Hein, tu es déjà venu à une fois auparavant et tu l'as vu maintenant, on a bien changé. Et je te remercie encore une fois de ta confiance de venir nous voir accompagné donc, de mes deux consoeurs. Tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont poser des questions en direct. Le but du jeu pour toi, ce sera d'y répondre. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots à toi et nous dire qui est Laurent Lebob? Le magnifique, comme nous dirait Séraphine. Oui, elle a fait une comparaison, on va dire, assez élogieuse avec Jean-Paul Belmondo, qui était au sommet de son art dans le film Le Magnifique, où il y avait cette double interprétation entre François Merlin, de mémoire, et Le Magnifique qu'il jouait dans cette, on va dire, extrapolation de son imagination qui était en lien avec l'espion qui était Bob Sinclair, le fameux Bob Sinclair repris par le DJ éponyme. Me présenter, oui, écoute, aujourd'hui et depuis, on va dire, 5 ans maintenant, je suis devenu romancier à la tête de cette saga GSR, les initiales du héros, Gabriel Saint-Jean, avec une vie professionnelle avant, dans différentes industries, différents univers, et aujourd'hui à 100% consacré à l'écriture de cette saga et à faire vivre ce héros au travers de missions qui lui sont confiées. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour cette présentation et je remercie à toutes les personnes qui arrivent et qui vont venir te poser des questions. Donc, tu l'as dit, tu as une longue liste de livres derrière toi, une grande saga. Est-ce que, en quelques mots, avant qu'on vraiment on plonge dans l'univers du dernier livre qui vient de sortir, nous présenter cette saga et éventuellement ce héros, Gabriel, qui est l'amoureux de notre chère amie Sonia? Oui, Sonia apparemment est tombée sous le charme de Gabriel. Et tant mieux parce que c'est quelque chose de très flatteur et qui m'a été remonté. Alors, comme tu le sais, et mesdames, vous le savez, la saga Gabriel Saint-Jean a eu une première vie trop intimiste parce que c'était les débuts, parce que je ne connaissais pas le monde de l'édition comme aujourd'hui je le connais bien mieux. Alors, je ne le connais pas encore, bien évidemment, de manière parfaite, irréprochable, mais il y a eu une première vie. Et effectivement, il y a eu un petit engouement de lectrices pour cette saga espionnage qui est, on va dire, sur une première approche,
on pourrait dire, associé à quelque chose d'assez masculin. Et puis finalement, non. Alors là, j'ai envie de dire, il n'y a que Sonia qui pourrait expliquer le pourquoi de son attachement au héros. Pour répondre à ta question plus précisément, oui, aujourd'hui, je suis en train d'écrire le 11e opus, qui est Gabriel Saint-Régent, et je l'ai voulu ainsi, versus Malcolling ou SS 117, qui étaient des sagas écrites par des auteurs français, mais qui impliquaient plutôt, pour l'un, un prince autrichien déchu, Malcolling, dans la célèbre saga SAS de Gérard de Villiers, et OSS 117, qui était un officier traitant de la CIA. Moi, j'ai voulu, et j'y tiens absolument, d'abord parce que je suis français et que j'ai fait mon service militaire à une époque où aujourd'hui les moins de 20 ans me peuvent connaître, et je tiens à effectivement faire transpirer ce côté valeur patriotique et républicaine qui, en plus, au fur et à mesure des années qui passent, je trouve, alors, persiste et perdure chez certaines personnes, mais il y a un petit phénomène, un petit peu un désengouement pour l'amour de la République. Alors, moi, j'ai voulu prendre le contre-pied et j'ai voulu créer un héros qui, lui, justement, est totalement dévoué à la République parce qu'on est un très beau pays, on est un pays qui a connu des heures de gloire et qui, j'espère, va très vite reconnaître des heures de gloire à l'international. Et on était respecté, on était reconnu, on l'est encore, moins qu'avant, il faut être honnête, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais moi, je tiens, au travers de cette saga et de ce héros, de faire resplendir la France et les valeurs qui sont des valeurs françaises et attachées à la République française. Donc cette saga, oui, elle détient un héros, Gabriel Saint-Régent, qui n'est pas seul. Là aussi, j'ai voulu, versus mes illustres prédécesseurs, faire plutôt un travail d'équipe dans l'émission, et qui sont dans le monde réel du renseignement, c'est un travail d'équipe. Alors que, comme je ne sais plus qui a cité tout à l'heure James Bond, oui, c'est un héros seul, même si sur les derniers Daniel Craig, on commence à le voir travailler en équipe, mais sur 24 ou 23 films produits avec le nom de James Bond, et 23 missions où il était tout seul à régler les problèmes. Là aussi, la saga Gabriel Saint-Régent implique une équipe autour de lui qui est composée autant de femmes de l'ombre que d'hommes de l'ombre. J'ai voulu cette parité et cette mixité volontairement parce que aussi dans les rangs du renseignement français, aujourd'hui, je ne dirais pas de bêtises si j'annonce qu'il y a à peu près 25-27% des effectifs qui sont féminins aujourd'hui dans le monde du renseignement. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci pour cette présentation. On va avoir l'occasion, on l'a dit, de parler de cette saga. Mais justement, en préparant l'émission, on parlait justement de l'Académie du renseignement. On est à une date anniversaire aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, l'Académie du renseignement a été créée en 2010 et officialisée dans le journal officiel, comme a été précisé tout à l'heure, en 16 juillet. Donc, on est sur une date anniversaire aujourd'hui, mais de mémoire, je crois que c'est le 13 juillet que ça a été réellement délimité et inscrit. L'Académie du renseignement a été créée sous l'ère François Fillon, dans un but bien précis. C'était aussi, comme son nom l'indique, une académie. Donc, dans une académie, on travaille. Dans une académie, on s'améliore, on découvre des méthodes, des concepts, des analyses différentes, et surtout une coordination, puisque nous détenons 6 agences officielles du renseignement. Donc, l'Académie du renseignement était aussi pour une entraide. Cette académie était dédiée aux 6 agences pour qu'il y ait aussi peut-être des connexions interservices et de formation et de performance des membres du renseignement français. Eh ben, merci à toi. Il y a une première question de Laurent qui est avec nous. Bonsoir Kunidi. Bonsoir Laurent. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à écrire? Alors, c'est une très très bonne question. J'essaie de répondre à cette question le plus souvent possible quand on me la pose. Je sais, en fait, à chaque fois, je ne sais pas. C'est comme si ça a été une révélation. Voilà, j'ai toujours eu des facilités, on va dire, d'écriture dans les différents métiers que j'ai pu pratiquer avant de me consacrer à 100% à l'écriture. Mais en fait, c'est venu sous une impulsion, voilà, une révélation. Ça m'a pris
un après-midi et voilà, j'avais envie d'écrire des choses. Alors, le monde du renseignement m'a toujours fasciné. Je connaissais des gens du monde du renseignement, comme tu le sais, comme ça a été dit plusieurs fois dans différentes interviews que j'ai pu faire. Et puis voilà, et puis je suis un passionné de cet univers-là. Je l'ai approché à certains moments par des personnes. Je suis admiratif de leur vie. Et puis à un moment, ben voilà, il y a eu une impulsion d'écriture et c'est parti un après-midi. Ça n'a pas été un long travail, préparé, calculé, des années en arrière, en me disant je vais être romancier, je vais être. Non, c'est voilà, c'est voilà, une impulsion. Une impulsion, mais en tout cas, une très bonne impulsion, effectivement, parce que tu as un univers très large, on va en parler. Mais justement, il y a Frédéric, que je remercie, qui est avec nous aussi, qui nous dit est-ce que tu aurais aimé, par rapport à tout ce que tu connais, être un espion dans la vraie vie? Après, peut-être que tu l'es déjà. Va savoir. Allez savoir, Frédéric. Personne ne saura et je ne parlerai pas. Non, il est évident. Alors, si on parle sur le plan littéraire, est-ce que j'aurais aimé être un espion dans la vie? Ça serait difficile de répondre non. Mais au travers de Gabriel Saint-Jean, donc ce héros, des connaissances que j'en ai, des livres que j'ai pu lire, des personnes avec qui j'ai pu discuter physiquement, échanger, d'avoir des tranches de vie de personnes. Ah oui, ça fait rêver. Qui ça ne ferait pas rêver? Alors après, attention, espion, on connaît tous James Bond ou Jason Bourne, qui est peut-être un peu plus mis en danger que dans les James Bond. Non, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un espion ou une espionne met un pied dehors, il risque sa vie pour nous, concitoyens, dans nos pays. Donc, ce sont des vies où il faut avoir un mental différent, il faut avoir une vision différente, il faut ne pas avoir peur, et ce sont des qualités qui sont rares, parce que la communauté du renseignement en France, c'est 45 000 personnes. Nous sommes 80 millions d'habitants sur les derniers recensements, c'est ça? À peu près, oui. Donc 45 000 pour 80 millions, c'est très peu de personnes. Après, il y a des unités d'élite dans certaines agences de renseignement, mais oui, c'est une vie qui est fantasmée. C'est une vie qui est fantasmée, l'espion, attention. Est-ce que j'aurais aimé l'être, ou est-ce que je l'ai été, ou est-ce que par procuration, je ne sais pas. Ouais, c'est une vie excitante, et j'espère que au travers des livres, je fais. Il y a des gens du renseignement qui ont lu mes livres et qui m'avaient dit un jour, quand on s'était rencontrés à Paris, ils m'ont dit ouais, c'est assez bien écrit et ça peut susciter des vocations, parce que je ne mets pas le danger de côté. Je le mets, le héros, parfois, il est attaqué sévèrement, il risque sa vie réellement. Et c'est un compliment que l'on m'avait fait à ce moment-là en me disant ce sont des livres qui peuvent susciter des vocations chez les futurs jeunes étudiants ou ceux qui veulent rentrer dans la communauté du renseignement. En tout cas, il y a pas mal de questions. Oui, très bien, merci. Il y a pas mal de questions qui arrivent. Alors, j'essaye de les prendre un peu dans l'ordre, mais surtout après pour rebondir à ce que tu dis. Tu parles depuis tout à l'heure, effectivement, de GSR, hein, tu l'as dit, qui est Gabriel Saint-Régent, qui est ton héros. Il y a une question intéressante de Valier Herbin, bonsoir, qui nous dit comment est née l'idée de GSR, justement, ce personnage? Je ne sais pas non plus. Je sais pas non plus. Il synthétise en fait tout ce que j'ai pu connaître, découvrir, rencontrer chez les hommes et les femmes de l'ombre. GSR en lui-même est un héros parce que pour moi, il se bat pour la République française, mais il n'a pas l'âme du héros, c'est un insolent, il va à la confrontation, parfois il est sacrément maltraité. Mais j'ai voulu un homme qui ressemblait. Alors, je ne pouvais pas écrire, j'aurais pas pu faire un personnage féminin, parce que d'abord, je suis un homme et que je n'aurais pas su comment une femme réagirait face à certaines circonstances. Donc, l'idée de Gabriel Saint-Régent, c'était d'en faire un homme qui soit le plus proche possible de la réalité, avec un côté, Valérie, bien évidemment romancé. Le but, c'était pas d'écrire des rapports de mission.
C'était de donner vie à ce personnage, d'impliquer sa vie privée, puisque je ne sais pas si vous avez déjà lu un opus Gabriel Saint-Jean, mais j'ai voulu aussi, dans cette saga, faire comprendre que la vie privée des femmes et des hommes de l'ombre est très, très complexe. Moi, pour avoir été invité chez certains à dîner et m'être retrouvé en présence de leur épouse, c'est une vie très, très, très complexe. Donc, j'ai voulu, Gabriel Saint-Jean, lui aussi, il a une vie privée qui est parfois un petit peu rocambolesque du fait de sa vie en mission. Et il fallait rendre ce personnage, Gabriel Saint-Jean, le plus réel possible. Voilà. D'accord. Alors, effectivement, je vois qu'il y a encore pas mal de questions. J'essaye de les prendre. Alors, effectivement, GSR, c'est du dévouement ou du sacrifice? Me demande Vital. Les deux. Il faut être dévoué et il faut se sacrifier. Pour la cause de son drapeau, il faut être dévoué et il ne faut pas avoir peur de se sacrifier, Vital. C'est obligé. Je ne vois pas comment, puisque, pour faire une comparaison pour ceux qui ne connaîtraient pas, le monde du renseignement, si vous prenez le monde de la police, il faut le plus possible rassembler des preuves pour faire passer un suspect devant un tribunal et qu'il soit condamné. Dans le renseignement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a des méthodes, oui, des méthodes qui sont les méthodes du monde du renseignement, puisque le but est alors que ce soit dans l'espionnage ou le contre-espionnage, puisque le contre-espionnage, c'est protéger le territoire français. Oui, il ne faut pas avoir peur du sacrifice de sa vie et de son dévouement, d'être dévoué, on va dire, 365 jours par an, hormis les périodes de vacances, bien évidemment, mais il faut être dévoué et il ne faut pas avoir peur du sens du sacrifice. Et je pense que Gabriel Saint-Jean allie ces deux qualités. Moi, j'estime des qualités. Alors après, peut-être que pour certains, ça ne l'est pas, mais pour moi, ça l'est, oui. Dévouement et sacrifice, c'est important. Et il y a Dominique, bonsoir, qui nous dit, est-ce que justement, Laurent, ce qu'on voit dans les films se rapproche du vrai métier d'espion? Ça dépend lesquels. Alors, moi, je suis fan de Mission Impossible de Tom Cruise. Parce que c'est du grand spectacle. Et puis, les matériels qui sont utilisés sont vrais. Il y a des petits retards, on va dire, par rapport à l'existence, ce qui est normal. On ne peut pas, dans les films, dans les productions américaines essentiellement, alors on a des productions françaises dans le renseignement, plus en série aujourd'hui qu'en film, mais dans la production filmographique, vous avez un bureau à Los Angeles. D'ailleurs, j'en parle dans As de pique, le 3e volet, mais pour le côté anecdotique, qui est un bureau de la CIA et qui, quand vous voulez produire un film dans lequel sont impliqués les services secrets américains, les manuscrits doivent passer dans les mains de ces membres qui sont des gens retraités ou qui ont, on va dire, morflé sur le terrain et qui ont mis un petit peu sur des voies plus tranquilles. Et pour pas qu'il y ait d'extrapolation complètement faux-folle, les scénarios sont envoyés à ces équipes-là, anciennes de la CIA ou du NSA ou d'autres services, et qui un petit peu modèrent certains scénaristes pour le rendre le plus réel possible. Ouais, je trouve qu'il y a des choses très vraies. Et par exemple, les Jason Bourne, puisque ça parle d'un traitement par des pilules de mémoire bleues et vertes, ou roses et vertes, je ne sais plus, rouges et vertes. Ouais, ça a été la CIA à tester il y a quelques années en arrière, des produits chimiques pour la résistance des espions sur le terrain. Ou des agents, c'est le mot générique, espion, agent secret, espion, infiltré, on peut trouver différents termes. Ouais, et dans la franchise Mission Impossible de Tom Cruise, moi je la trouve intéressante parce qu'elle traite de sujets, si on les regarde aujourd'hui les uns après les autres, vous allez voir que les sujets dont il traitait dans chacun de ses films n'étaient pas si déconnants que cela. Et les matériels employés n'étaient pas si faux que ça. Avec un petit peu de retard sur la réalité, en décalé, on va dire, mais pas si faux que ça. Tout à l'heure, tu fais beaucoup de références à des films. On a parlé tout à l'heure du film avec Belmondo. Tu as parlé de OSS 117 et j'ai vu la question passer, si tu as la référence. Comment va ta blanquette? Comment est ta blanquette ce soir? Elle est bonne. Pour ceux qui ont la rêve, bien évidemment.
pour ceux qui ont la ref, Jean Dujardin. Ouais, moi j'ai trouvé ça. Alors, je vais être très honnête avec tout le monde. Je l'ai vu au cinéma, le premier, j'ai trouvé ça nullissime. J'ai trouvé ça, c'était une horreur. Et en fait, je l'ai revu à la télé. Et à ce moment-là, à partir du moment où j'ai revu à la télé, où j'ai fait plus attention aux dialogues qui sont complètement décalés, mais je suis devenu un inconditionnel de OSS 117 avec Jean Dujardin, avec le Kernin espion. C'est exceptionnel. Les répliques sont exceptionnelles dans ce film. Exactement, effectivement. Beaucoup de personnes ont la rêve ce soir, je le vois en commentaire. Justement, quand on parle de cette personne, quel est l'auteur qui t'a le plus influencé dans ton écriture? Je suis en train de regarder ma petite bibliothèque à côté avec John le Carré, non. Ian Fleming, j'ai lu 2 Ian Fleming, enfin 2 James Bond, mais il y a vraiment très longtemps. D'ailleurs, je ne sais même pas où ils sont, mais Ian Fleming, il faudrait que je regarde où ils sont. Ils ne m'ont pas influencé. On va dire en auteur contemporain, dans la dynamique d'écriture, celui que j'ai beaucoup apprécié, c'était Dan Brown. Tout le monde se souvient du Da Vinci Code. Oui. Voilà. C'est bien ça. Pour répondre à Laura, c'est plus ce style-là d'écriture dans lequel je me reconnais pour la saga Gabriel Saint-Régent. Attention, après, il y a d'autres livres que j'aime lire qui n'ont rien à voir. Mais pour mon style à moi, sur cette saga espionnage Gabriel Saint-Régent, voilà, si je devais donner un nom, ça serait plus du Dan Brown. Ouais. D'accord. Alors, on va quand même un petit peu parler de tes livres, hein. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent et justement, c'est pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'il y a Florence qui nous pose une très bonne question. On rappelle que tu es donc pour nous présenter ce soir une trilogie donc de ce livre, Témoignages invisibles, qu'on peut retrouver, on l'a dit tout à l'heure, en exclusivité chez France Loisirs. On va pouvoir en parler, mais justement, il y a Florence qui nous dit, on va voir les couvertures passées, j'ai lu la trilogie, je suis totalement fan. Ça faisait longtemps qu'un auteur français ne m'a pas autant happé. À quand une adaptation à l'image? Alors, d'abord, merci à Florence pour ce délicieux compliment. Parce qu'il faut savoir, je ne sais pas comment ce que ressentent mes confrères, mes consoeurs, autrices, romancières, écrivains, écrivaines. Moi, je vois que ce genre de commentaires, c'est comme un cadeau de Noël, quoi, parce que on passe des heures enfermés. Voilà, mais d'ailleurs, vous êtes là à mon bureau, là, je vous parle de mon bureau. On passe des heures et on a envie de faire partager entre les traits de caractère du héros, ses difficultés, les missions, les problèmes internationaux, diplomatiques, géopolitiques, économiques, logistiques. Enfin voilà, on a envie que ça plaise, on a envie de mettre son âme. Donc merci pour le compliment, Florence. Alors pour répondre à la question de Florence, oui, il y a un projet qui a quelques mois déjà, avec une société de production parisienne, de faire une adaptation d'abord d'un opus en série télé. Un opus égale une saison, alors qu'il peut être découpé en 6-8 épisodes. Après, c'est le réalisateur qui décidera de son choix de nombre d'épisodes avec la production, bien évidemment, et la plateforme ou la chaîne qui sera acquéreur de ce projet. Donc oui, on va dire, c'est imminent. Maintenant, les décisions sont prises, les contrats sont signés. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire convaincre une plateforme ou une chaîne d'acquérir la saison 1 Gabriel Saint-Régent. Enfin, si elle a ce titre, parce que ça se trouve, la série s'appellera peut-être pas Gabriel Saint-Régent, mais elle s'appellera différemment, je ne sais pas. Eh ben, en tout cas, si un producteur nous regarde ce soir, on rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble de ton univers sur tes réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Donc, ne pas hésiter à te suivre là-dessus. Mais aussi, on peut aussi retrouver un peu mal d'informations sur toi. Donc, on l'a dit sur France Loisirs, puisqu'on le rappelle, tes livres sont en exclusivité chez France Loisirs et seront édités ensuite. Donc, on le voit chez Héraclès. Et il y a un site aussi qui sera dédié à la trilogie, à la saga, www.gabrielsaintrégent.com. J'ai vu la question passer effectivement au niveau des couvertures. C'est vrai qu'elles sont très très belles, les couvertures. On en a parlé aussi tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler et éventuellement nous parler du graphisme et du graphisme? Alors,
Héraclès Éditions, mes éditeurs, donc, ont passé un deal avec France Loisirs. Je les ai mis en relation via un monsieur qui m'a donné un coup de main, Alain Guillermin. Et lorsque France Loisirs prend un auteur en exclusivité, ce qui a été le cas pour la saga Gabriel Saint-Jean, enfin du moins pour la première trilogie aujourd'hui, ils imposent leur code couleur, leur graphisme, parce qu'ils connaissent leurs abonnés, ils connaissent les goûts de leurs abonnés, ils connaissent les pratiques, ce qui attire les abonnés France Loisirs. Alors oui, tu l'as montré, les trois couvertures de la première trilogie, elles sont des couleurs chaleureuses, chaudes, du jaune, du vert, du violet, du rose, du vert. C'est assez punchy, c'est flashy. Voilà, c'est parce que moi, personnellement, Laurent Leboeuf, c'est pas vers cela que je me serais dirigé par rapport au contenu de la saga, mais force est de constater que ça marche plutôt bien chez France Loisirs et que ça attire les lectrices et les lecteurs. Donc, et ce que m'avait dit la directrice éditoriale de France Loisirs, c'est, elle me dit, vous savez, jusqu'à maintenant, dans nos créations pour des auteurs, on a un taux de réussite à 100%. C'est-à-dire qu'ils ont des livres qui se vendent à chaque fois qu'ils créent une couverture. Donc, il faut leur faire confiance. C'est parce que j'aurais choisi, moi, personnellement, mais ça, c'est leur choix et apparemment, ça fonctionne. Donc, on n'a plus rien à dire. C'est toujours pareil. C'est à la fin de le musicien. Et il y a la question de Florence qui dit, est-ce que France Loisirs aura l'exclusivité de toute la saga? Puisqu'on rappelle que c'est une exclusivité pendant 6 mois et qu'ensuite c'est Héraclès. Donc là, c'est sorti, Témoignage invisible est sorti donc en avril 2025, sortira chez Héraclès en octobre 2025. Ensuite, il y avait le tome 2, donc 23e Parallèle Nord qui est sorti en juin et qui sortira en décembre chez Héraclès. Et on a vu As de Pique qui sortira le 17 août pour sortir en février. Ouais. La question de Florence, est-ce que je ne sais pas encore. Voilà, aujourd'hui, je suis partie prenante, bien évidemment, dans la démarche que fera France Loisirs vers Héraclès Éditions. Je ne sais pas. Est-ce que le contrat sera prolongé pour 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, parce que le 11, il va falloir que je le finisse quand même, on m'envoie un autre. Je ne sais pas encore. Voilà, là, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh ben, on suivra, on l'a dit, tes réseaux sociaux. D'ici quelques instants, on recevra Sonia pour la chronique, pour nous parler donc de ce héros de Gabriel Saint-Régent. Mais je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Tu parlais tout à l'heure. Oui, on va les commander. Ici, on sait bien, ici, on rentre, on discute. Voilà, il n'y a pas d'heure de fin. Au pire, on ferme le volet et on continuera à discuter, il n'y a pas de problème. Laurent qui nous dit, les services de renseignement sont-ils plus fermés et secrets que les mondes des policiers et des avocats? Oui, alors dans le mot service secret, il y a un mot qui est très important, c'est secret. C'est aussi simple que ça. Après, tout ce qui est, on va dire, et qui concerne l'ordre d'un pays, que ce soit des enquêtes policières qui sont bien évidemment diligentées par les procureurs de la République ou dans le monde du renseignement, en fonction, si c'est d'origine militaire, civile, ou en fonction de l'agence qui va prendre une mission ou qui va monter une opération pour identifier des futurs ennemis du pays. Oui, bien sûr, il y a toute une notion secrète qui tourne autour de cela. Maintenant, la nature est humaine et l'homme a ses faiblesses. Donc, parfois, il peut y avoir effectivement des informations qui transpirent, mais après, j'ai jamais entendu parler d'informations qui transpiraient dans des sujets excessivement lourds et dangereux pour la sécurité nationale. Maintenant, l'erreur est humaine, l'homme n'est qu'un humain et qui peut parfois effectivement lâcher des informations qui peuvent être prises. À savoir, le pire ennemi dans les services secrets, qu'ils soient français, anglais, américains, italien, espagnol, quelle que soit l'origine du pays, l'ennemi principal, c'est la presse, et la presse d'investigation, qui bien sûr peut obtenir des informations, on ne sait pas par quel biais, mais elle peut venir, effectivement, parce qu'elle est friande de la presse d'investigation, de venir relever parfois des petits secrets qui sont bien gardés. Donc l'ennemi réel du monde du service secret, c'est plus la presse que le concitoyen lambda.
D'accord. Ce que je te propose, c'est de faire venir notre chère amie Sonia Robinard, la croqueuse de livres pour les intimes. Chère Sonia, chère Sonia, donc on le rappelle, tu es la chroniqueuse de cette émission. Donc toi, tu as lu ce témoignage invisible, on le rappelle, qui est en ce moment chez France Loisirs et qui sortira au mois d'octobre. Nous t'écoutons donc pour la chronique et ensuite tu nous parleras de ce personnage que tu aimes tant. Oui. Au BSI, Bureau secret d'intervention, où le capitaine Gabriel Saint-Jean officie, c'est le branle-bas de combat. Une menace règne au sein même de l'UNESCO. Des rumeurs circulent. Enlèvements et meurtres sont en passe d'être commis. Qui veut faire régner la peur et détruire des relations vieilles de plusieurs années? Gabriel, qui a pour habitude d'enquêter tambour battant, va devoir marcher sur des œufs pour mener à bien son enquête. Il va tout d'abord s'approcher d'Odélia, une jeune femme qui est proche d'un homme qui détient des documents compromettants. Sous couverture, sous le nom de Gabriel Sonny, il va jouer un double jeu. Malheureusement, les sentiments amoureux vont vite apparaître et il va devoir maîtriser la situation afin de ne risquer ni sa vie ni celle de ceux qui l'entourent. C'est à 100 à l'heure que cette enquête palpitante va vous tenir en haleine. Dommages collatéraux, tirs à tout va, course-poursuite, planque et double vie. On peut dire que Laurent ne nous laisse guère le temps de reprendre notre souffle. Hors circuit officiel, Gabriel, sous la plume de Laurent, prend vie, prend la vie comme elle vient. Amour, amitié, trahison et espionnage, ce roman a tout d'un film d'action. Rebondissement de dernière minute, corps qui tombe sous les balles, comment ne pas se prendre au jeu tel un espion ennemi? Embarqué dès les premières pages, impossible de lâcher la plume tranchante de Laurent. Le mélange d'action et de palpitations amoureux est brillamment dosé, et c'est donc pour cela qu'on en redemande. Pour ma part, j'ai hâte de retrouver Gabriel pour une autre enquête tout aussi passionnante. Merci Sonia. Avec plaisir. J'ai écouté tout ce qui était dit sur Gabriel tout à l'heure. Voilà, donc il fait très, très fort, très, voilà, à l'extérieur, mais il a un cœur tendre. Donc, c'est vrai que niveau sentiment et tout ça, c'est, voilà, il se laisse aller et quand on gratte un petit peu sous la carapace de l'homme fort, voilà, on le découvre vraiment, en fait. Absolument. Et merci de le relever parce que je l'ai voulu. Comme j'ai dit en début d'émission, je connais des personnes qui sont encore actives dans ce métier-là. Et je ne donnerai pas bien évidemment de nom ni de ville où certains se trouvent, mais j'ai assisté à des hommes qui étaient à, on va dire, volontairement une mauvaise destination à Johannesburg le mardi pour éliminer des ennemis, et le samedi matin qui va chercher sa fille de 8 ans, 9 ans à l'école, et on ne pouvait pas imaginer ce qu'il faisait 4 jours avant. Parce qu'il faut avoir, cette sensibilité-là, elle est très importante. Et ce qui est très amusant, et c'est pour ça là aussi que j'appuie sur les traits de caractère de Gabriel Saint-Jean dans cette dynamique-là, c'est que tous ceux que j'ai rencontrés, ils sont tous d'une carapace exceptionnelle en frontline, et quand vous discutez avec eux ou quand vous passez des moments avec eux dans l'intimité, c'est l'homme qui est capable d'apporter des petites roses à sa femme le matin sur un plateau de petit déjeuner, et qui le soir, en partant en mission, pour celles qui ne sont pas informées, va la prendre pendant une demi-heure dans ses bras, comme un enfant ne lâcherait pas sa maman pour partir à l'école. Donc, et après, une fois que la mission démarre, voilà, il y a une autre personnalité, et c'est ce que tu as dû retrouver dans Gabriel Saint-Jean. Il y a ce côté, effectivement, il est amoureux, comme tout homme. Et puis, quand il est en mission parce qu'il est investi d'une autre mission et d'obligations face au pays, face à sa hiérarchie, face à l'agence fantôme dont il dépend, le bureau secret d'intervention. Donc, il ne peut pas non plus être un romantique, un fleur bleue tous les jours de la semaine. Voilà, c'est à certains moments de la semaine, à certains moments de sa vie. Mais moi, j'ai tenu à donner ce côté humain et sensible de ces personnes-là, qui sont des gens qui prennent tous les risques, et comme je crois que c'est Vital qui avait posé la question tout à l'heure, oui, qui sont dévoués et qui font des sacrifices pour notre sécurité.
ben, ils ont aussi leur petite âme sensible et leur petit côté lover. Et bon, les femmes que je connais dans ce métier-là aussi, ce sont des amoureuses, des petites romantiques, alors que 2 jours avant, elles pouvaient avoir un calibre avec silencieux et dégommer un ennemi dans une rue à 3 heures du matin. En fait, ils ont 2 carapaces, parce qu'ils ont la carapace qui se mettent quand ils partent de chez eux pour être sur le terrain, et ils ont une autre carapace quand ils rentrent, en fait, parce qu'avec tout ce qui se passe à l'extérieur, ils peuvent pas faire ressentir, enfin, à leur entourage, ce qu'ils ont vécu quand ils perdent un homme à côté d'eux, un collègue et tout ça. C'est vrai qu'en fait, ils ont une double carapace, en fait. Ouais, mais c'est une obligation. C'est une obligation. Et Voilà. comme on l'a précisé tout à l'heure, avec la différence avec les forces de l'ordre, la police nationale, c'est pas pareil. Eux, ils doivent pas laisser de traces. Ouais. Donc, effectivement, tu perds. Alors, je sais plus dans ceux que tu avais lus, quand on s'était rencontrés via Facebook. Non, vous n'avez pas lu As de pique, parce qu'As de pique, il y a justement ça qui ressort de Gabriel Saint-Régent, c'est la clôture de la première trilogie. Alors, sans spoiler le teaser d'As de pique, mais il avait un frère d'armes qui s'appelait Shankar et qui a été abattu par l'ennemi, et Gabriel Saint-Régent s'est juré de le venger. Donc, ouais, tu perds un frère d'armes, mais comme des soldats, hein, comme des forces spéciales qui sont au combat, ou des soldats classiques, quelle que soit leur arme, l'air, la marine ou l'armée de terre, ouais, quand tu perds un proche, waouh. C'est ça. Ouais. Il faut Ça qu'ils fait mal. soient blindés, quoi. Ils mettent une armure. Ah oui, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et puis n'oublie pas que ce sont des leaders, tous ces gens-là, donc ils ont des équipes. As de pique, qui on rappelle, sortira donc le 17 août, hein, dans pratiquement un mois tout pile, hein, en exclusivité chez François Zère, qui est donc le tome 3 de cette trilogie, on le rappelle. En tout cas, merci Sonia pour la chronique. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires sur ta chronique, mais aussi beaucoup sur les couvertures. C'est vrai qu'on les a revues passer, où Laura nous dit effectivement, en tant que graphiste, je trouve que c'est très réussi, c'est audacieux, ça change, c'est singulier, on reconnaît le livre de loin, ils se font pas dans la masse, bravo. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. L'auditrice, c'est Laura qui a fait cette analyse. Laura, oui, effectivement. Ouais. Oui, Laura, vous avez raison, parce que même moi, dans ma collection, parce que je les ai tous, oui, c'est vrai que quand on a ça, on le voit, ils sont fâchés. Ouais, c'est très réussi. Mais Laura, je reprécise, moi personnellement, alors maintenant je m'y fais, puis même je les adore, mais au début j'ai eu beaucoup de mal. Voilà, je suis très honnête. D'ailleurs, j'en avais fait part à François Zire de mon ressenti. Ça ne m'inspire pas le monde du renseignement, puis finalement, si on s'y fait. Et il y a cette connotation féminine, et puis avec ce que Sonia a révélé, oui, il y a de belles histoires d'amour, donc les lectrices ne seront pas confrontées à un héros sans foi ni loi, non, un héros sensible et qui a sa petite love story dans sa vie. Mais c'est bien aussi les héros sans foi ni loi, c'est très bien aussi les héros comme ça. Oui, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas des héros sans foi ni loi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai la chance de rencontrer beaucoup de monde dans ma vie, des cadors, des caïds, des très durs, et tout sur un point commun, c'est que une sensibilité comme tout le monde. Donc non, c'est pas celui qui a vécu le pire du pire de la vie et qui est insensible à tout. Et encore. J'essaye de récupérer les commentaires au fur et à mesure. Je vois, Laurent, est-ce que vous faites beaucoup de plans avant d'écrire, ou vous vous laissez porter par l'histoire, nous demande Valérie. Non, là, je vais être là aussi, une fois de plus, très franc, comme je le suis et comme je le resterai. Une fois que j'ai analysé le sujet dont je voulais traiter, et tout, là, même le 11e que j'ai commencé est basé sur un fait réel. Une fois que j'ai mon sujet, je sais où je veux démarrer, je sais où je veux terminer. Alors maintenant, ça peut mettre 280 pages, 290, 300, 310, 330. Le dernier, le 10e, fait 333 pages. Non, au milieu, voilà, il y a des axes que je vais être obligé de respecter pour la cohérence du manuscrit, mais au milieu, non, je ne veux justement ne répondre à aucune obligation que je vais m'imposer. Il y a beaucoup de scènes dont j'ai changé les lieux au dernier moment parce que
voilà, l'imagination, l'impulsion, la vibration. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Je n'avais pas envie de l'écrire, finalement, une scène qui devait se dérouler à Milan. Et puis, finalement, j'ai préféré qu'elle se déroule à Rome, parce que je connais plus Rome que Milan. Je suis allé plus de fois à Rome qu'à Milan. Donc, voilà, je veux garder cette part, en fait, d'imagination au quotidien. Moi, ma manière de travailler, elle est très simple. Le matin, je corrige ce que j'ai écrit la veille, puisque j'écris très vite. Alors, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup parce que j'ai la scène, je la vis dans mon esprit, donc j'écris le plus vite possible pour ne pas perdre le fil. Et le lendemain matin, de 7h à 11h ou midi, ça dépend comment j'ai écrit, je reprends ce que j'ai écrit la veille, je le restructure, je le remets nickel, etc. Mais même le lendemain matin, il peut me venir une idée finalement sur une scène que j'ai écrite la veille et de dire ah ben non, tiens, ça va pas se passer rue de Rivoli, ça va se passer avenue des Champs-Élysées. Voilà, parce que ce matin-là, j'aurai le punch pour plus parler des Champs-Élysées que de la rue de Rivoli. Je donne un exemple comme ça. Donc non, et puis c'est pareil, moi je suis un fan, et Sonia peut en témoigner, de mettre beaucoup de chapitres. Pourquoi? Parce que je trouve que ça, ils sont pas ça donne du rythme. Et ça donne du rythme. Ça donne du rythme. Et puis j'aime bien faire des petits cliffhangers à la fin de chaque chapitre. Donc il faut aller vite lire le suivant. Oui, puis moi j'aime bien finir ma lecture sur un chapitre. J'aime pas finir comme ça au plein milieu. Moi, toujours. C'est pour ça que des fois c'est long. Justement, une question intéressante de René qui rebondit un petit peu sur ce que tu dis. René, bonsoir. Qui nous dit Laurent, quelles sont vos sources d'inspiration? Où tu trouves tes sources d'inspiration? Moi, c'est la presse internationale dont je me nourris. Presse nationale, bien évidemment, mais presse internationale, voilà, on va dire 70% presse internationale, 30% presse française, puisque la presse française est, je trouve, la presse la plus sclérosée versus la presse anglaise ou la presse américaine, ou dans la presse, quel que soit dans les pays anglo-saxons, on aime bien livrer les informations et rentrer dans le vif du sujet versus notre presse, qui est une très belle presse, attention, je ne critique pas la presse au-delà, mais elle est plus sur la réserve, voilà, que sur la presse internationale. J'aime bien aller chercher des sujets qui sont entre les lignes, voilà, qui ne sont pas en pleine lumière des médias français et médias internationaux. J'aime bien, alors une fois que je détecte un sujet, après je fais appel à mon réseau pour voir d'abord s'il est toujours d'actualité, s'il est en cours, s'il y a de la véracité, si ce n'est pas quelque chose de loufoque, parce que la presse peut s'amuser aussi à distiller parfois des mauvaises informations dans certains sujets. Je n'en parlerai pas ce soir. Mais c'est un jeu de la presse, alors quelle que soit, internationale ou française. Donc, je verrouille mon sujet, voilà, je vais chercher l'inspiration dans ces sujets-là, des choses, et puis d'abord, je fais un travail. Est-ce que ça mérite d'être porté sur tout un livre? Est-ce qu'il y a nature à muscler cette histoire, de lui mettre des rebondissements, des complots, des trahisons, quels sont les liens dans cette histoire qui est révélée aussi avec les pays étrangers? Est-ce que ça... Parce que moi, pour ceux qui ne connaissent pas encore GSR, ça démarre de Paris, ça part aux quatre coins de la planète, il y a sur des scènes qui se passent en France parfois, et ça revient dans Paris. Donc, il faut qu'il y ait une corrélation dans le sujet que je détecte qui amène cette notion internationale. Pourquoi? Parce que quand vous lisez un livre d'espionnage, si c'est pour que ça se passe dans un quartier de Paris ou un arrondissement, et puis ça ne va pas faire vibrer la lectrice ou le lecteur. Donc, voilà, c'est un travail de recherche sur le sujet, mais j'aime bien aller chercher des petits sujets où moi, je vais sentir aussi qu'il va avoir un petit peu d'avance sur l'actualité internationale. Ce qui est le cas du 7, du 8, du 10, du 4, du 3, du 2. De toute la saga. On rappelle effectivement qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Laurent Lebois, mais également sur Instagram, et qu'on peut aussi te retrouver sur les sites internet de tes éditeurs, sur France Loisirs, parce qu'on rappelle encore une fois que France Loisirs a l'exclusivité pour 6 mois sur cette trilogie avant de sortir aux éditions Héraclès, et qu'il y aura un site dédié, chère Laura, Sonia, sur gabrielsaintrégent.com.
Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vu le commentaire de Laura tout à l'heure passer, qui demandait est-ce qu'Odélia existe dans votre vie? Des liens, c'est-à-dire, Laurent, Odélia, est-ce que Odélia existe dans votre vie? Odélia. C'est le commentaire que j'ai vu te passer. Non, il est joli ce prénom, Odélia. Je le trouve très sympa. Est-ce qu'Odélia existe dans ma vie? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non. C'est un personnage fictif, Odélia, mais qui est inspiré. Alors là, j'ai discuté avec quelques. Maintenant que je commence à avoir un peu de notoriété, donc je commence à discuter avec des auteurs, des romancières, des écrivaines, etc. Et je leur pose toujours cette question. Est-ce qu'ils s'inspirent de leur vie personnelle pour retranscrire ce qu'ils ont envie d'écrire? 90% jusqu'à maintenant m'ont répondu oui, bien sûr. Donc, Laura, oui. Odélia, dans le prénom, n'existe pas. Ce qu'elle fait dans le livre n'existe pas. Mais oui, je vais puiser dans les gens que je peux connaître, qu'ils soient proches ou éloignés, parce que je les ai écoutés dans une soirée, dans un repas, un apéro, un dîner. Voilà, il y a des choses qui... Tiens, j'ai noté une phrase, j'ai noté une réflexion, j'ai noté une idée. Donc, je vais impliquer. Et ouais, je m'inspire bien évidemment de gens que je connais. Ça, c'est sûr, c'est certain. Maintenant, je ne peux pas mêler un personnage féminin dans mon livre qui soit non issu, on va dire, du monde du renseignement. Je connais des femmes dans le renseignement. Donc voilà, j'écoute ce qu'elles me disent. Après, je prends ce qui est intéressant, je laisse ce qui l'est moins pour donner du muscle au livre. Et là, effectivement, on a parlé... Pardon, excuse-moi. Non, parce que j'ai vu effectivement qu'est-ce qu'Odélia existait, mais il y avait aussi la question d'Étienne Faucon qui demandait quel acteur vous aimeriez voir incarner Gabriel Saint-Régent. Et là, ce serait peut-être une question que vous pourriez répondre tous les deux. Ouais, merci Étienne de cette question. Bien évidemment que j'ai un acteur en tête. Bien évidemment que j'ai un acteur en tête. Et alors, il est passé par plusieurs. Alors, avant de répondre définitivement à la question, historiquement, quand j'ai écrit les 3 premiers, j'étais à des années-lumière d'imaginer ces livres en série télé ou en film. Et celui qui a tout déclenché, et je lui rends, il faut rendre à César ce qui est à César, il s'appelle Julien Seri, c'est un réalisateur français qui a lu cette trilogie et avec qui on s'est contacté après et qui m'a dit que ces livres étaient faits pour être adaptés en série télé. C'est parti de lui. Et j'aime bien, moi, être honnête et juste dans tout ce qui est dans ma vie. Donc, une fois qu'il m'a dit ça, mon raisonnement a commencé à changer. Non, ma façon d'écrire, non, puisque que vous lisiez le 1 ou le 10 ou le 11, j'aime garder ce côté très dynamique qu'il peut y avoir dans les livres et je ne me fais pas influencer par le côté imagination d'être en série télé. Mais du coup, quand cette analyse de Julien Seri est venue, du coup, quand je parle de Gabriel Saint-Régent, chère Sonia, maintenant j'ai un visage sur lui. Moi aussi. Un acteur que je verrai très très bien interpréter Gabriel Saint-Régent. Il s'appelle, alors mesdames, je vous invite à de suite vous mettre sur Google, Mathias Schoenaerts, qui est un acteur belge et qui a fait 2-3 films aux États-Unis. Et c'est le nom que j'ai soufflé à un des producteurs, d'ailleurs, avec qui on a eu une réunion de travail le 17 juin, il y a pile un mois, à Paris, le 16 juin, pardon, pile un mois aujourd'hui. Et comme il est belge, ce producteur, puisqu'il y a une coproduction franco-belge sur ce projet série télé, je lui ai soufflé Mathias Schoenaerts. Vous allez voir que le monsieur peut tenir la route pour jouer Gabriel Saint-Régent. Donc, du coup, à partir du 4, j'ai imaginé Mathias Schoenaerts en Gabriel Saint-Régent. On va les regarder. Je vois que Séraphine est déjà en train de regarder. Sonia, tu pensais à quelqu'un en particulier? Ouais, j'ai pensé à deux. Moi, au début, Thierry Neuvik. Ouais. Et comment Philippe, je ne sais pas si on dit bas ou basse,
Philippe Basse aussi. Voilà. 2 acteurs français qui font pas mal d'actions aussi et ouais. J'avais un Ils petit sont beaux. mélange des 2 et voilà, c'est ça. Voilà. Mais maintenant, pour répondre à la question de Tim, ouais, Mathias Schoenaerts, moi je le vois parfaitement bien. Mais c'est vrai que maintenant, ouais. Ah, mais pour moi, il J'hésitais incarne. entre 3, hein. Je peux faire partie de la sélection pour les choisir, en fait, il n'y a pas de souci, hein. On a un peu de casting, Sonia. Eh ben, écoute, à suivre, hein. On rappelle que Sonia, on peut la retrouver aussi sur Facebook, hein, si vous voulez voir directrice de casting, hein, Sonia, croqueuse de livres, ou sur Instagram, effectivement. Merci, ça. Sonia. Maintenant, elle va pas Euh, passer. je- Je crois qu'elle va lire un ah bah, GSR, elle va avoir Mathias Schoenaerts maintenant. on va faire des posters derrière. Juste avant d'écouter l'extrait de Marie, je vois qu'il y a 2 questions que je n'ai pas posées. La première, c'est quel est le message global de la saga que vous voulez faire passer au lecteur, Laurent? Alors, le message pour moi, c'est d'abord, en premier, c'est mettre en avant le travail des femmes et des hommes de l'ombre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un petit peu révéler quelle est leur vie à eux, au travers de Gabriel Saint-Jean. Attention, Gabriel Saint-Jean, c'est le personnage central, mais il y a beaucoup de co-personnages. Il y a une quinzaine de co-personnages autour de lui. D'abord, ses équipes avec qui il part en mission ou qui restent au siège de cette agence fantôme, le bureau secret d'intervention. Mais il y a cette vie communautaire qui est très très importante. Et ça, j'ai voulu la mettre en avant dans la saga. Ensuite, pourquoi le sujet, on va dire, qui tourne autour de tout ce qui est économique, industriel, haute technologie dans la saga GSR. Il faut savoir que le premier domaine de l'espionnage dans le monde, c'est l'espionnage industriel. Et aujourd'hui, énormément de données ou de savoir-faire, on va parler de la France, puisque c'est ce qui nous concerne, puisque Gabriel Saint-Jean est français, il y a beaucoup de données qui sont volées par des espions qui sont sur les territoires français, qui sont infiltrés dans nos entreprises et qui mettent en péril la viabilité de l'entreprise, donc des masses salariales. Parce que il est très important, effectivement, il y a un ADN très particulier dans ma saga, c'est que cette agence fantôme, cette officine, le terme technique exact, est cofinancée par le CAC 40 et par un organisme étatique cautionné par le ministère des Armées. Mais il est là pour défendre les entreprises du CAC 40. Je n'ai pas dit défendre les actionnaires du CAC 40, parce que le CAC 40, c'est un savoir-faire, ce sont des grandes entreprises et qui emploient des dizaines de milliers de familles françaises. Donc la vocation, c'est d'abord de montrer que l'espionnage industriel est le premier lien d'espionnage dans le monde, et de savoir que nos entreprises sont en permanence hackées, infiltrées et avec du vol de savoir-faire. Donc si nos inventeurs, nos ingénieurs se font voler ce qu'on est capable de créer, ça va profiter à des pays beaucoup moins scrupuleux, peu scrupuleux, et la solidité de l'entreprise va être mise à mal. Et donc, indirectement, les familles salariales, les cadres, les ouvriers, chaque maillon de l'entreprise va être mis en danger. Et donc, j'ai voulu aussi faire passer ce message-là, de dire, attention, on défend notre savoir-faire français dans cette saga Gabriel Saint-Jean. Il y a beaucoup d'ingénierie que j'ai mis en avant dans différents univers, dans différentes industries. Et moi, personnellement, en tant que citoyen français, je veux que ça reste en France. Eh ben, merci en tout cas à toi pour ces réponses. Et dernière question, et après on écoute l'extrait de Marie. Pour faire un très bon espion, est-ce que la meilleure qualité, c'est le silence? Ça dépend quel silence. Non, la meilleure qualité d'un espion, c'est de ne pas se faire remarquer quand il est en mission, mais de se faire remarquer par son ennemi pour pouvoir rentrer dans le clan de l'ennemi. Mais le silence alors, je ne sais pas quel auditeur ou auditrice pose cette question, le silence dans son entourage, oui. C'est Laurent. Ah ben c'est Laurent, très bien. C'est Laurent qui veut devenir espion. Il veut devenir espion. Il demande est-ce que sa meilleure qualité, c'est le silence. Mais il faut se méfier, cet homme-là. Dans son entourage familial et amical, parce qu'il ne faut pas oublier une chose,
c'est pourquoi un espion ne dit pas à son entourage ou ou ce qu'on appelle une légende officielle, une couverture dans le monde policier, légende dans le monde de l'espionnage. C'est-à-dire que pour sa famille, il peut être employé à l'EDF, chez Engie, à la Poste, à la BNP, puis dans n'importe quelle entreprise. Ça, c'est la couverture officielle pour ses amis, pour sa famille. Pourquoi? Parce que s'il est pris par l'ennemi, il y a ce qu'on appelle quelque chose qui est assez excessivement douloureux et compliqué, c'est la torture. Et sous la torture, personne ne tient, à part Jean Moulin qui n'a jamais tenu, mais c'est un seul homme, et quel héros à souligner d'ailleurs au passage, puisqu'il a été torturé par Klaus Barbie. Mais non, le temps de résistance, il est de maximum 4 minutes sur de la torture sévère. Donc, si un espion raconte à sa famille, ses amis qu'il est espion, et qu'un jour il est pris, on ne sait pas, ou qu'il y a des suppositions d'appartenir à des services de renseignement, les premières personnes qui vont être soumises à des captures, c'est la famille et les amis. Donc, le silence dans ce cadre-là, oui. Après, en mission et en fonction de quels univers il doit infiltrer, au contraire, il faut qu'il se fasse remarquer, mais à bon escient, par l'ennemi qu'il a identifié pour pouvoir être un infiltré dans son réseau, quelle que soit son origine, industrielle ou terroriste. Eh ben, en tout cas, merci à toi pour ces questions. Et si Laurent veut devenir, ou ceux qui nous regardent veulent devenir espions, au moins maintenant, ils ont un très bon conseil. Ce que je te propose maintenant, c'est de lancer le jingle et d'écouter l'extrait de Marie. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, et je vois il y a beaucoup de personnes qui y arrivent encore, c'est que tu es avec nous ce soir pour nous présenter une saga, mais surtout ce livre d'actualité, Témoignages invisibles, qui, on le rappelle, est en exclusivité chez France Ouvrière, qui est sorti, sauf erreur de ma part, au mois d'avril, au printemps 2025, et qui sortira aux éditions Héraclès au mois d'octobre. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de voir la couverture, mais la couverture ressemblera à celle-ci. Et justement, Marie... rouge, patriote. Le patriotisme, effectivement. Et ce que je te propose, et c'est la couverture d'Héraclès qu'on verra dans cet extrait, l'extrait dure à peu près 3 minutes, c'est d'écouter cet extrait, et je crois que c'est le premier chapitre que Marie nous a enregistré. Marie Méran présente un roman de Laurent Lebaube, Témoignages invisibles, premier volet de la trilogie GSR, aux éditions Héraclès Éditions. Chaque homme, chaque femme sur Terre dispose d'un pouvoir absolu, celui du choix. Le choix de prendre ses propres décisions en bonne âme et conscience, en obtenant l'ouverture du passage sacré vers sa destinée. Son propre destin, qui le connaît? Qui le devine? Qui le perçoit? En franchissant chaque jour des épreuves, on le construit pas à pas, dans la douleur ou dans la joie. Mais ne jamais ignorer ces messages qui, une fois disséqués, nous apprennent le traçage de la bonne voie. La vie n'est faite que de situations face auxquelles notre temps de réaction est infime, notre capacité à ne pas nous tromper est restreinte. Des dizaines de paramètres à analyser avant que notre décision finale ne tombe. Un mauvais choix peut nous faire basculer dans une spirale infernale mêlant échecs répétés, stress, mal-être, angoisse et tant de sensations si désagréables. Au nom de quoi? Du mauvais choix, l'attirance de l'interdit ou du politiquement non correct. Un choix simple et raisonnable inverse une trajectoire de vie dans laquelle nous serons dépourvus de tout tracas tellement désagréable. Prenons à l'avenir ce temps nécessaire à chacun d'entre nous face à un choix de juger ce qui pourrait nous entraîner dans une chute ou au contraire nous faire emprunter des lignes droites sans virage. Cette route se gagne dans la réflexion. Elle peut être empruntée par chacun. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui doit arriver arrivera. Ceux qui doivent faire partie de notre vie en feront partie, les autres disparaîtront un jour. Si une chose n'est pas faite pour nous et que nous la gardons quand même, un jour la vie nous la rejettera. Si cette chose doit faire partie de nos vies, mais que nous la rejetons, elle reviendra. Notre âme a un plan, nous le savons très bien. Même si nous ne le voyons pas encore, nous savons que tout se déroulera à la perfection. Bordeaux,
Lundi 16 mars 2015, 15h15. Elle ouvre la porte, apparaît vêtue d'un pull noir, d'une jupe à mi-cuisse, de collants opaques, de boots à talons hauts, un rouge à lèvres relève son sourire si doux. Yeux bleus, chevelure rousse claire, relevée en un chignon qui dégage son cou. Quel charme! Elle se nomme Odélia. Premier contact, premier regard troublant, premier choix à faire. Je suis invité à entrer. Le bon choix. Basculer à l'intérieur va influencer ma trajectoire à jamais. Témoignage invisible de Laurent Lebob qui est avec nous ce soir. Donc, ce livre qui sortira aux éditions Héraclès au mois d'octobre, mais qu'on peut retrouver en exclusivité chez France Loisirs actuellement. Merci à Marie, effectivement, pour cet extrait. Qu'est-ce que ça te fait, Laurent, d'entendre ton livre? Et voilà, et puis, effectivement, dans un mois tout pile, le tome 2, effectivement, 23e parallèle nord. Le tome 2, il est en route, ça y est, chez France Loisirs. C'est le tome 3 qui sort le 17 août. Le tome 3, le 17 août, et voilà, il est là, effectivement, As de pique qui sortira, effectivement, le 17 août. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre cet extrait, Laurent? Ça fait bizarre. C'est bizarre, en fait. C'est une sensation. Non, mais c'est une sensation. Voilà, c'est une sensation étrange quand on lit son livre. C'est tout comme. Alors, ce que je viens de vivre en écoutant, c'est la première fois que j'entends une personne lire à voix haute un passage du livre qui est l'introduction et les premières feuilles. C'est quand j'ai vu le teaser du studio MACMA. Alors, le studio MACMA, c'est un autre projet sur lequel je suis. C'est l'adaptation en bande dessinée du premier opus, Témoignage invisible. Et ils ont fait un teaser sur les 4 premières pages d'un tome de BD sont les premières pages de Témoignage invisible. Et quand j'ai vu et lu les bulles avec qui était mon livre, enfin voilà, ça fait bizarre, c'est une sensation vraiment étrange. Là, on entend oralement son livre. Et pour la BD, ça m'a fait cette même sensation, c'est de voir les dessins qui correspondaient aux premières pages du livre. Enfin, je sais pas, c'est étrange. Ouais, j'ai pas d'autres mots, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Là, tu es fier de dire c'est moi qui l'ai écrit, c'est ça? Ouais. Tu as bien raison. Non, mais moi, je suis de plus en plus fier de ce que je suis en train de réaliser parce que Sonia, c'est notre exemple témoin ici, hein, mais j'ai reçu beaucoup d'éloges, de commentaires via les réseaux, via Instagram, via même LinkedIn, et encore ce matin de LinkedIn, d'une dame qui est partie à Miami avec 23e parallèle nord et qui a fait une photo qui m'a envoyée vers la messagerie à LinkedIn. Ben ouais, quand on lit des compliments, parce que ce sont des gens que je ne connais pas, donc que j'ai pas l'habitude de voir, avec qui j'ai l'habitude de dîner, de prendre l'apéro. Donc, à la limite, les amis, c'est toujours dangereux, les compliments d'amis. Là, non, mais c'est vrai, Sonia, c'est dangereux parce que les amis veulent pas. C'est très difficile. Vous passez des heures et des centaines d'heures à écrire un livre. Si un de vos potes vous dit, ouais, c'est une merde ton livre, pardon, excusez-moi, pas de gros mots, enfin, si c'est pas terrible ton livre, ça risque d'entacher la relation amicale. Bon, là, une personne que vous ne connaissez pas qui envoie ça, mais ouais, moi, je suis de plus en plus fier de vivre ces petites minutes de lecture de satisfaction. Alors, c'est pas une question de flatter mon ego, c'est une question que, waouh, mon livre plaît. Enfin, c'est une satisfaction très agréable. Et c'est vrai que les personnes qu'on ne connaît pas sont plus francs et sincères. Les personnes autour de nous qu'on connaît, on ne peut pas savoir si j'ai aimé ton livre, mais on ne sait pas si c'est sincère, voilà quoi. Donc voilà. Non, mais c'est logique. Alors après, si on prend des gars en disant est-ce que je peux te dire la vérité? Ton livre, non, ça ne m'a pas plu. Oui. Bon, voilà, si c'est prédicant, ça peut, mais lâcher cash d'un coup, non, ça peut ne pas faire plaisir, ça peut brouiller. Je préfère effectivement avoir, parce que je suis à 200 ou 300 commentaires. À une époque, je les screenshotais pour les garder, mais là, je vais avoir 200, 250 de personnes qui m'ont fait ces commentaires et beaucoup de lectrices.
Ça, c'est un phénomène qui m'a beaucoup interpellé au début, lors de la petite vie intime de la saga GSR, c'est que les femmes se sont appropriées, les lectrices se sont appropriées la saga. Alors, je le prends divinement comme un compliment parce qu'il y a plus de lectrices que de lecteurs dans le monde. Donc, d'abord, c'est un gage de qualité quand vous avez des lectrices qui vous envoient des compliments. Alors, après, j'ai reçu des compliments d'hommes aussi, hein, attention, de lecteurs, hein. Mais beaucoup de lectrices. Et je considère que c'est un compliment. Et de lectrices que je ne connaissais pas, je précise à nouveau. Voilà. Merci. Et toi, Sonia, qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur cet extrait? C'est vrai que c'est juste au moment où Odélia arrive dans l'histoire. Donc nous, on sait après, enfin, moi quand j'ai lu, quand on lit le livre, après on sait ce qui va se passer. Et c'est vrai que, mais là, c'est le petit moment quand même qui plane. Voilà, c'est savoir où va nous emmener l'auteur. Et on ne s'attend pas du tout au rôle d'Odélia. C'est ça. Et on ne va pas en parler, on ne va pas spoiler, mais est-elle un maillon essentiel dans le commandement pour lequel Gabrielle Saint-Régent reçoit ses ordres, ou est-ce qu'elle a finalement un rôle juste de meubler dans ce livre? Suspense. Sera-t-elle diabolique ou machiavélique? Je ne sais pas. Mais effectivement, on voit le commentaire de Florence qui nous dit « Moi, ce que j'aime, c'est que c'est également un roman qui plaît aux femmes ». Voilà, donc encore une fois, on rappelle qu'on peut te retrouver, Laurent, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et on a vu tout à l'heure passer les différents sites et sur LinkedIn aussi. Hein. Ce que dit Florence, je le relève une fois de plus, hein, j'insiste, et permettez-moi d'insister à tous, auditrices et auditeurs, c'est vraiment un gage de qualité qu'une lectrice écrive ce genre de commentaires. Sonia le sait, tout le monde le sait, Florian, tu le sais aussi, il y a plus de lectrices dans le monde que de lecteurs. Donc quand une lectrice est sur un roman d'espionnage, attention, c'est ce que j'allais dire, oui. On est dans un le thriller espionnage. Ouais. Donc, à la base, ce n'est pas attirant pour une lectrice. Mais quand elle découvre, moi, de ce que je reçois comme message, certaines sont addictes et sont impatientes de lire le 7, le 8, le 9, le 10, parce que petite vie, donc il a déjà eu sa petite notoriété et son petit public, mais elles attendent avec impatience le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11. C'est peut-être parce que les femmes, elles aiment bien espionner, toujours regarder chez les voisines, critiquer, tout ça peut-être. Ne rentre pas dans ce jeu-là. Ne rentre pas dans ce jeu-là. On va déjà lancer la question de l'invité à ce moment-là. Comme ça, Sonia pourra nous dire un petit peu ce qu'elle peut nous dire. Allez, la question de l'invité. Alors effectivement, vendredi dernier, nous avons reçu Sonia et Laurent aussi, nous avons reçu Laure Ollier qui est venue nous présenter son livre Ligne rouge aux éditions Récamier. Sonia, en 2-3 mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? C'est un petit thriller psychologique où les souvenirs remontent à la surface et on s'aperçoit que le cerveau est quand même bien fait parce que toutes les mauvaises choses, en fait, il les occulte. Mais le jour où ça nous revient en pleine face, ça fait mal. Et il y a des secrets qu'on aurait préféré rester enfouir au fond de nous, en fait. Eh bien, écoute, en tout cas, un livre à découvrir, effectivement, aux éditions Récamier de Laure Ollier. Et justement, Laurent, quand on lui a dit que tu venais dans notre émission ce soir, voici sa question. Alors, moi, ma question, c'est en fait, ça a aussi un rapport, bonsoir Laurent, ça a aussi un rapport avec la question que tu me posais tout à l'heure, savoir si mes romans étaient des suites, etc. Machin. Et moi, j'aimerais savoir si c'est pas trop difficile, en fait, d'avoir un seul personnage récurrent et d'arriver à toujours trouver quelque chose de nouveau, en fait, dans sa vie, à lui faire faire, à raconter, à creuser encore plus. Est-ce que moi, j'ai l'impression que j'en aurais vite fait le tour. Et je me dis que aussi, j'aime bien cet exercice de... Enfin, je trouve ça fascinant d'arriver à avoir un personnage récurrent comme ça. Est-ce que c'est pas trop difficile Voilà. Voilà, on remercie Laure pour Elle sa question. est toute mignonne et sympa, sa question. Parce que
parce que c'est une question. Alors, Laure, je ne sais pas si tu nous écoutes, si tu nous regardes, mais j'espère que tu entendras ma réponse. Pour moi, non. Au contraire, c'est une source d'inspiration à chaque fois. Alors, il y a une chose qui est très importante dans mon cas, attention, dans mon cas, c'est que c'est une saga. Donc, dans le mot saga, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs opus, plusieurs tomes. Donc, dans le tome 1, Témoignage invisible, je ne pouvais pas mettre ce qui s'est passé dans les 9 suivants. Donc, ce qui est source d'inspiration et très enrichissant, et pour moi l'auteur, et pour vous les lecteurs, c'est que ce héros, il évolue. On le prend à un moment de sa vie, dans une tranche de sa vie, quand il est ce que j'aime parfois dire, c'est que c'est un officier confirmé du renseignement, mais il n'est pas à la fin de sa carrière. Donc, il lui reste des années à vivre, des années de mission à parcourir. Donc, on découvre le héros, et puis on découvre ses forces, on découvre ses faiblesses, on découvre ses qualités, on découvre ses traits de caractère, on découvre dans le 7e pourquoi il est autant dévoué que cela dans les missions qui lui sont attribuées. Donc pour moi, le héros, au contraire, est une source d'inspiration pour quand je redémarre un opus, quelque part, je vais un petit peu le faire morfler aussi, parce qu'il peut pas être irréprochable en permanence, il ne peut pas dire il a une équipe à manager, des sous-officiers, des officiers, il a des rapports parfois rugueux avec des directeurs de cabinet dans le pouvoir exécutif. Non, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir, au contraire, qu'ils suivent. Alors moi, j'ai besoin de me nourrir de lui et lui se nourrit forcément de moi parce que dans chaque opus, il est différent. Et c'est la force, si je pouvais être mon commercial ce soir, Laure, et de te répondre, c'est que oui, dans chaque opus, tu le retrouves différent. Il a ses qualités intrinsèques qui sont bien évidemment immuables, mais on va découvrir certains traits de sa personnalité, certains réflexes qu'il n'avait pas dans les précédents, qu'il va avoir dans celui que je suis en train d'écrire. Et pourquoi? Qu'est-ce qui l'amène à ça? Est-ce que c'est les tensions avec ce père qu'il n'a pas eu, qui est Archibald de Gans, son N+1, le patron de l'officine? Donc en fait, c'est une source d'inspiration, en fait, Gabriel Saint-Régent. Dans chaque opus, et alors je ne sais pas combien j'en écrirai, peut-être 12, peut-être 13, peut-être 15, peut-être 20, peut-être que j'atteindrai 20, peut-être 25, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais j'ai encore des idées pour le maturer, pour quelque part le cabosser aussi encore, pour lui rendre aussi hommage, mais voilà, c'est une source d'inspiration. Et puis chaque mission est différente, ce sont des univers différents, des pays différents, des villes différentes, des ennemis IE différents, des ennemis I différents. Enfin, voilà, donc il est en permanence en fait remis en question, Gabriel Saint-Régent. Il n'est jamais le même entre le 1 et le 11 que je suis en train d'écrire. Donc sa question est intéressante. Merci en tout cas pour cette réponse. On rappelle qu'on peut retrouver Laure avec son livre Ligne rouge aux éditions Récamier et qu'on peut retrouver bien évidemment toutes les émissions précédentes sur YouTube. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et justement, Sonia, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'auteur qui viendra donc vendredi prochain, donc Cyril Rouquet-Prévost, qui viendra donc nous présenter son livre excellent, le gros livre sur les œufs. Voilà, un livre original. On parlera cuisine dans cette émission vendredi soir. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce livre? Alors, c'est un livre énorme. Je ne savais pas qu'il y avait autant de recettes. Je sais que les œufs, on en utilise quasiment tous les jours, voire certains, voilà, c'est tous les jours. Et là, on peut en avoir au petit déjeuner, au dîner, au déjeuner. On peut en mettre partout. Et il y a des tas de recettes. Et franchement, faut réussir à en choisir. Je suis restée une valeur sûre. Voilà. On l'écoutera effectivement ce vendredi. Et toi, Laurent, quelle aurait été la question que tu voudrais poser à Cyril? Alors, pour m'essayer un petit peu à la cuisine, parce que j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à préparer des plats, mais alors j'essaye, vu que je suis petit artiste, donc forcément l'imagination est ma source d'inspiration. Et moi, ce que je voudrais savoir sur un chef, ce qui est très important, c'est comment il imagine une recette. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, moi, autant je peux imaginer une scène dans mes romans d'espionnage, mais comment un chef cuisinier imagine un plat? Je
j'aimerais savoir qu'est-ce qui te provoque la création d'un plat. Est-ce que c'est du visuel? Est-ce que c'est de l'odorat? Est-ce que c'est, je sais pas, un paysage, une ferme? Mais comment c'est ça, moi, qui me passionne chez un chef cuisinier, c'est où il trouve, qu'est-ce qui déclenche son inspiration pour créer un plat? Voilà ma question. Et j'écouterai la réponse. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour cette question. Et on rappelle qu'il viendra nous présenter ce livre excellent, Le Gros Livre des œufs. Voilà, donc on l'a dit, ce vendredi à 19h30, Cyril Rouquet-Prévost. Voilà, et on le voit effectivement, le livre ici, je vous le montre, vous avez vu, c'est un beau pavé, en tout cas. Voilà, un livre coécrit avec Mireille Sanchez, qu'on connaît bien effectivement dans cette émission et qu'on salue. Merci en tout cas pour vos questions, vos réponses. Je crois maintenant, effectivement. Pour l'instant, alors attends qu'on vérifie quand même, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on a vu tout à l'heure, effectivement, je vous suis sur Instagram et j'ai même acheté le sac GSR, nous dit Florence. Voilà. Et oui, parce Marie-Pierre. Sonia, est-ce que tu sais qu'il y a une collection quand même aux armes? Gabriel, mais non, je ne savais même pas. Je viens de le voir avec le commentaire. J'ai dit comment ça, il y a des sacs. C'est pas un sac, Florence. Alors, je ne sais pas qui est Florence, mais il va falloir lui tirer les oreilles à Florence. C'est un cabas. Esprit militaire. Il y a 3 couleurs. Il y a du rose, il y a du camouflage et il y a du orange. Et donc, du rose. Oui, c'est amusant. Sonia, connecte-toi sur ma page Insta et regarde les 3 vidéos de mon partenaire qui est Popelup, P-O-P-E-L-U-P, à Bordeaux, et j'explique comment m'est venue cette idée d'objets dérivés, de collection à part entière, le côté GSR avec les 3 initiales et dessous le hashtag Gabriel Saint-Jean. Effectivement, l'histoire est vraie. Ce que je dis dans la partie 2 de l'interview, c'est un matin en rentrant de mon footing, je voyais des mugs en vitrine. Je dis, mais moi aussi, je veux mon mug GSR. Et je suis rentré, j'ai fait un mug GSR et j'ai mis une photo devant mon ordi. J'étais en train d'écrire le 5, le 6, je ne sais plus, le 7, je ne sais plus très honnêtement, le 6, je crois. Non, le 7. J'étais en train d'écrire le 7, exfiltration. Et en écrivant, j'avais mon café, j'étais tout fier, il y avait mon mug avec GSR gravé sur le mug, et puis j'ai fait une photo avec l'écran, et je l'ai posté, et puis là on m'a demandé, mais moi aussi je veux un mug GSR, machin. Alors il y a plein de couleurs, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du rose, du orange, et voilà comment est partie la collection des objets dérivés Gabriel Saint-Jean, parce qu'aujourd'hui ça devient une vraie marque en fait, sans le vouloir, c'est la marque, c'est une marque. Ils ont vendu plein de mugs, il y a des casquettes et des cabas. Puis on a vu cette dame Florence qui a commandé le cabas et c'est génial parce que voilà. Et elle l'a pris en rose, c'est précis. Et en rose, oui. Mais comme c'est un officier du renseignement qui a des valeurs, voilà. Et donc tu incarnes indirectement. Mais tiens, j'aurais dû mettre. Je me suis fait faire un t-shirt. Hashtag Gabriel Saint-Jean. On recommence. On coupe tout, on recommence l'émission. Tu reviens avec le t-shirt et on fait comme si on n'avait rien fait. J'ai mon anniversaire qui approche, je vais pouvoir faire ma liste d'anniversaire. Voilà. Bon, tiens, allez. Très bien. Bon, Séraphine, t'as noté? Non, en plus, c'est fabriqué dans un atelier à Bordeaux, quoi. C'est génial. En plus, voilà, c'est fabriqué à Bordeaux. Alors, les produits sont sélectionnés, les produits français. Et après, lui, chez Popelup, ils ont la machine à graver, la broderie, la sérigraphie. Donc, tout est fait, en fait, à la commande. Donc, c'est génial. C'est chouette. C'est super chouette. Et j'ai même fait, alors, c'est dommage que nous ne soyons pas dans la même ville, j'ai fait des marque-pages GSR. Des marque-pages. Arrête. Le bleu, blanc, rouge. Avec l'emblème du BSI, avec la devise du BSI, nec temere, nec timide. Justement, il y a une très belle question, une question sur la BSI, justement. En tout cas, merci de nous présenter le BSI, et en tout cas, merci de nous présenter donc tous ces goodies qu'on rappelle qu'on peut retrouver sur tes réseaux sociaux sur commande. Et il y a Étienne, justement, qui nous demande, BSI existe-t-il même sous une autre dénomination en France? Étienne, il est malin, Étienne, de poser cette question. On aime bien les gens malins dans cette émission.
le bureau secret d'intervention et le bureau secret d'intervention. C'est un nom créé. En fait, j'ai créé un environnement autour de Gabriel Saint-Jean. Alors, c'est une officine, on est bien d'accord. Sonia, toi qui as lu, c'est une officine ou une agence fantôme. Le concept est venu dans les années 80 sous l'ère Reagan aux États-Unis, quand la CIA avait des velléités de maîtriser totalement l'Amérique du Sud, la Colombie, le Honduras et tous ces pays-là par rapport au trafic de drogue. Et pour pouvoir mettre des dirigeants de pays sous contrôle américain. Donc, comme dans tous les pays, hein, nous, aujourd'hui, la DGSE, la DGSI répond à des questions, ce qu'on appelle au Parlement, hein, à des questions qui peuvent être du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Donc, le système américain du renseignement reposait essentiellement sur la CIA et rendait des comptes au Congrès. Et les opérations clandestines, il faut de l'argent pour les monter, parce qu'il faut des moyens logistiques, opérationnels, des moyens humains. Donc, quand dans les années 80, il fallait mener des opérations clandestines en Amérique du Sud pour aider certains dictateurs. Le Congrès américain ou le Sénat américain n'avait peut-être pas forcément envie d'entendre qu'il y avait des centaines de milliers de dollars qui partaient comme ça, payés par le contribuable. Donc, c'est créé dans les années 80 ces fameuses agences fantômes, ces fameuses officines, et qui ont été, dans les pays industrialisés, source d'inspiration. Donc, chaque pays industriel a sa petite officine. En France, je dirais pas. Oui, forcément, il y a des actions clandestines. Voilà. Après, justifié, pas justifié, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour juger. Personne n'est là pour juger. Aujourd'hui, il y a des hautes autorités dans le gouvernement, dans la gouvernance militaire et civile française. C'est à eux de juger, de jauger ce qu'ils doivent faire de manière clandestine ou pas. C'est pas à moi. Moi, je ne suis qu'un romancier. Mais oui, forcément, il y a des organisations parallèles. Je voulais juste te poser la question de Marie-Pierre, et peut-être que Sonia pourrait y répondre aussi, qui nous dit, est-ce que le héros a par moment des relations avec des enquêteurs privés pour des missions? Alors, Sonia, moi, malheureusement, non, ça ne m'est pas venu à l'idée aujourd'hui parce que l'agence dont il dépend, le Bureau secret d'intervention, le BSI, est doté d'une équipe de 55 personnes. Il y a un service, il y a plusieurs unités et il y a une unité qui est dédiée à la filature dans le BSI. Donc, en fait, c'est comme c'est une officine, une agence fantôme, elle doit vivre en autarcie, donc avec ses propres équipes et avec ses propres unités, avec les matériels dont elle est dotée. Et effectivement, j'imagine que Marie-Pierre pose cette question, c'est qu'elle a un lien avec des enquêtes, et bravo madame si c'est le cas, parce que c'est très important, ce réseau-là d'enquêteurs. Mais pourquoi pas, dans le 11, voilà, je retiens la question de cette auditrice et de glisser, pourquoi pas, que pour une fois, forcément, il y a peut-être des tensions, des rivalités dans le BSI et il faut peut-être faire appel à un prestataire extérieur lié au secret, bien évidemment, et à la confidence. Mais pourquoi pas? Jusqu'à maintenant, non, mais pourquoi pas à partir du 11? Eh ben, merci à toi en tout cas. Et vu qu'on parle d'enquêteurs, il est temps d'accueillir notre enquêtrice en chef, Séraphine Matin. Séraphine Matin qui est avec nous, voilà l'enquêtrice ou la grilleuse de l'émission. Séraphine, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette heure et demie presque d'émission? Que c'était très plaisant parce que c'était aussi fluide que pas humoristique, c'est pas ça, mais c'était léger. C'était aussi profond que léger. J'ai bien aimé. C'est-à-dire on pouvait parler sérieusement avec ce petit sourire qui, moi, m'a mis le sourire à peu près tout le long. Et puis, ce mystère un petit peu que tu laisses planer sur
sur les vraies sources de tes connaissances et compagnie. Enfin, tout ce, voilà, c'est chouette. C'est chouette. Oui, oh, Alors, je patauge et alors, oh, ça va. je suis honnête sur un sujet. Attention, Séraphine, je suis honnête sur un sujet. Qui a lu Témoignage invisible de vous trois? Personne. Pas encore, Ah j'ai oui. pas commencé. Alors, si, Sonia, l'histoire à la BA120 de Caso, c'est vrai. Ah bah oui, bah, comme quoi, hein. Ça, Mais il y a oui, toujours ça, une petite part de vérité, de toute façon. On sait bien qu'il y a des petites choses vraies, mais c'est tellement bien dissimulé que quelquefois on se dit, c'est vrai ou c'est faux? Voilà, Non, on a non, là, toujours le petit doute. c'est absolument vrai. J'étais habilité au confidentiel défense durant mon service national. Et oui, on a été les habilités au confidentiel défense. Oui, on a été approché par un lieutenant-colonel de la DGSE à l'époque, puisque la DGSE remonte à 1984. Donc là, on était en 89, c'était la DGSE, et qui venait sélectionner les futurs agents de renseignement français. Donc l'histoire est absolument vraie. Donc Séraphine, oui, j'en ai connu de très. Ah oui, oui, je sais, je vais même justement attaquer là-dessus. Bah, justement, juste avant de vous laisser en tête à tête, on rappelle effectivement à ceux qui nous rejoignent que tu es avec nous, Laurent, pour nous parler de ce livre en exclusivité chez France Loisirs, Témoignages invisibles. Nous vous écoutons. Ça pouvait pas mieux tomber parce que justement, je voulais partir là-dessus. C'est pour ça que j'aime bien cette finesse. J'aime bien comment tu surfes un petit peu parce que justement, dès le début, il y a plus qu'une histoire vraie puisque c'est la tienne. Tu fais ton service militaire et tu rencontres cet officier du coup des services secrets. Et ma première question, c'est vraiment ça. Tu as 19 ans. Quelle question tu oses poser, surtout quand tu as le temps que tu as eu pour le faire, quelle question tu oses poser à cet homme qui devait être forcément intimidant? Alors, intimidant, oui et non. En fait, il était très malin, il était très fort parce que justement, ce qu'il voulait arriver, c'est avoir ce côté détendu qui est très attractif. Lui, il était en recrutement parce que il faut savoir aujourd'hui, même aujourd'hui en 2025, tous les services de renseignement du monde connaissent la pénurie dans le recrutement. Aujourd'hui, ceux qui viennent volontairement dans le monde du renseignement veulent tous être analystes. Analyste, c'est être derrière un ordinateur avec un casque et alors, en écoute électromagnétique, etc. Enfin, tout ce que peut inclure le monde des analystes. Et là le but, c'était de faire rêver ces jeunes que l'on était à cette époque-là. Donc, il était hyper abordable. Par contre, un monsieur qui avait une totale maîtrise, puisque c'était un ancien officier traitant, un officier de liaison, il a été chef d'antenne, enfin bon, il avait un cursus dans le renseignement qui était colossal depuis 30 ans. Mais il était abordable, donc tu pouvais discuter, échanger avec lui de manière très sympathique, et c'était son rôle, il était très très fort, très malin, c'était un DRH bien avant l'heure, excessivement pointu, donc tu poses des questions, ben c'est... D'abord, enfin, moi, comme lui était un ancien officier actif sur le terrain, donc forcément, les premières questions que tu lui poses, c'est quoi votre vie, monsieur enfin, mon colonel, hein, c'était mon colonel, même s'il était en civil, moi j'étais en tenue militaire. Mais c'est quoi votre vie? Enfin, vous partez combien de temps? Vous revenez quand? Vous êtes armé? C'est quoi les armes? Vous avez le droit de tirer? Des questions très enfantines, en fait, mais qui t'amenaient à avoir une vision, et je m'en souviens très très bien de ces conversations, parce que moi j'ai eu la chance de passer l'après-midi à discuter avec lui le long des hangars de la 8e escadre de chasse sur la BR-120 de Cazaux, et il te racontait ça d'une manière alors facile pour lui, parce que, mis à part quelques blessures, il n'a pas ouvert sa chemise pour me les montrer, mais mis à part quelques blessures, le monsieur est sorti indemne d'une carrière dans le renseignement. Il a été sur des théâtres d'opérations exceptionnels. Et non, il savait faire envie. Voilà. Il avait l'art et la manière, ce monsieur. Mais c'était passionnant. Et après, tu poses toutes les questions. Toi, tu as quoi? Souvent, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu quand tu avais 12-13 ans la série Mission Impossible des années 50. Tu as vu les premiers James Bond avec Roger Moore et Sean Connery. D'autres à l'époque. Autant aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans un article de presse sur le monde des services secrets, un documentaire sur Canal, sur Netflix, sur Amazon. Aujourd'hui, les services secrets internationaux, hein, tout service confondu, attirent les projecteurs. Donc aujourd'hui, il y a une information qui est généralisée versus 89, à
part James Bond avec Roger Moore, tu n'avais strictement rien sur le monde de renseignement. Et les John le Carré et les SAS de Gérard de Villiers. Alors, est-ce que tu savais, la fenêtre d'information était très étroite. Oui. De tir, si on peut Donc parler. ça pouvait faire rêver, oui. C'était Bien sûr quelque que ça chose fait rêver. d'impalpable et ça faisait forcément rêver. Mais on t'avait déjà raconté des histoires assez improbables, puisque déjà, quand tu étais plus jeune, ta grand-mère, elle te racontait les histoires de son mari diplomate et Alors, de toutes ces... ouais, mais je vois que tu es bien renseigné, tu as bien écouté certaines émissions, bravo. Ouais, renseigné alors là, j'avais un côté beaucoup plus glamour, on va dire. J'étais au Oui, cercle forcément. interallié, j'ai rencontré des ambassadeurs, hein, j'étais au cercle des armées. Enfin, oui, c'était des gens du renseignement militaire essentiellement, mais il y avait le côté glamour parce que c'était des gens qui étaient à la retraite et qui racontaient leur de guerre. Donc c'était on va dire romancé et rocambolesque parce que dans les salons feutrés parisiens, tu ne racontes pas la même mission que tu as vécue, on va dire 30 ans en arrière à Caracas, que tu pourrais raconter aujourd'hui en revenant de Syrie ou du Yémen ou même pas forcément dans le réseau de terrorisme, mais de Londres ou de New York ou ailleurs. Non, à l'époque c'était à la panache française, c'était ce côté glamour à l'ancienne, ouais, mais qui m'attirait déjà, très jeune, qui m'attirait, ouais, je m'en souviens, ouais, au cercle interallié, c'était phénoménal, mais je vais avoir quoi, 10 ans, 11 ans, 8 ans, 9 ans, mais elle m'amenait régulièrement, donc moi je voyais tous ces gens et j'écoutais les conversations. Pour moi, c'était des héros de guerre, ces gens-là, c'était des gens qui avaient fait toutes les guerres que j'avais jamais connues, jamais même entendu parler, mais pour moi, c'était des héros de guerre. Voilà. Je me souviens de 2-3 scènes très amusantes. Il y a des gens très élégants, en costume, cravate, qui te racontaient ça comme ils te racontaient avoir été au marché le matin. Donc tu vois, il y avait ce côté glamour, mais qui était beaucoup moins anecdotique. Ouais. Mais j'ai été baigné, oui, jeune, j'ai eu cette chance-là. Ouais. Et du coup, c'est ce qui m'a fait me demander si Gabriel, il n'avait pas aussi, il est forcément né de cette espèce de fantasme, parce que tu l'as eu dès petit avec ces histoires forcément à travers le monde. Et puis finalement, tu rencontres une dizaine d'années après cet officier qui te remet une petite piqûre de rappel. Et donc forcément, quand Gabriel arrive à ton porte de ton imagination, j'ai l'impression que tu n'as pas eu besoin d'aller chercher très loin. Tu as été ouvrir un petit tiroir de ta mémoire et tu as remonté tout ce qui t'a fait un petit peu rêver. Est-ce que tu t'es inspiré de ces deux personnages et de ces deux vies pour en imprégner le lieutenant-colonel qui est venu nous solliciter, nous les appelés qui étaient habilités au confidentiel défense, on était 6 ou 8, hein, je ne sais plus, à chaque fois j'ai toujours le même chiffre parce que je me souviens plus si on était 6 ou 8. Mais c'est aujourd'hui dans la saga le colonel Archibald de Gans. Lui, il m'a inspiré après. Mais oui, forcément c'est lui. Alors qu'il ne s'appelle pas du tout Archibald de Gans, hein, bien évidemment. Non, et puis peu importe, mais oui, il a plus qu'inspiré, il est carrément dedans. Ah oui, à 100%. Et après, j'ai continué à ma voir question. ce monsieur. Mais je le vois depuis 40 ans, ce monsieur. Ah non, attends, j'avais 20 ans, j'en ai pas 60, donc depuis 30 ans. Pas toujours, de manière irrégulière, mais oui. Oui. Tu le consultes, du coup, pour les histoires? Est-ce qu'il lit, relit ou du tout? Non. Il les découvre après? Il te lit? Après, exactement. Ça, c'est génial. Il est hors de question, je ne veux rien savoir, je veux rien parce que ce sont des romans. J'y tiens. Voilà, ça traite de sujets réels à la base, donc je m'assure de la véracité. Mais ce sont des romans. Ce n'est pas un calque de la vie d'un espion aujourd'hui. Ce sont des romans, j'insiste. C'est fait pour voyager, pour fantasmer quand vous le lisez. C'est fait pour avoir. Alors, les matériels sont vrais, les technologies sont vraies, les techniques sont vraies. Mais c'est mieux. Dans ce cas, je prends un magnétophone, un enregistreur ou mon iPhone, et puis je vais chez lui et je le fais parler pendant toute une semaine et je raconte après derrière. C'est pas le but. Ah non. Le but, en revanche, je lui envoie les PDF une fois qu'ils sont corrigés, qu'ils ont une première. Et là, il me dit, mais
Non, je dirais pas. Il le découvre en exclusivité, mais il le lit pas avant. Ouais. C'est génial. Ouais. Donc, ça répond bien à ma question. Il aurait dû Moi, signer. En fait, il aurait dû signer. Non, c'est un jeu entre nous. Non, c'est un jeu entre nous. Ah, c'est excellent. Non, mais comme quoi, du coup, j'étais pas bien loin avec Bob Sinclair, parce que finalement, Saint-Régent, c'est ton fantasme, c'est mon Bob ton Sinclair. Superman de. Oui, c'est ça. C'est le Superman Non, c'est mon de Bob Sinclair. Clark, quoi. C'est totalement. Non, c'est mon Bob Sinclair. Non, je te confirme, c'est mon Bob Sinclair. Tu avais François Merlin, hein, c'est François Merlin dans le Magnifique. Il me semble bien, hein, ça me parle. Merlin, c'est sûr, oui, ça me parle bien, oui. Ouais, François Merlin. Bon, voilà, il est dans son appartement, il est avec son peignoir, il fait tout pour aller vendre son livre à un éditeur. Ben, j'ai connu ça aussi. Mais oui. Oui, mais j'ai connu ça, mais bien sûr, j'ai connu ça. Le café froid le matin, parce que, voilà, et puis des périodes où tu es obligé de te plonger dans l'imaginaire de la vie de Gabriel Saint-Régent. Oui, moi, j'avais mon Bob Sinclair, c'est Gabriel Saint-Régent. Voilà. Donc, j'espère qu'il y a un DJ qui va s'appeler Gabriel Saint-Régent. Oui, sûr, joli. Est-ce que ouais. Ça, c'est évident que j'aurais mis compte, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Mais après, à double DPTO. Mais bien sûr, j'aurais mis compte. Mais bien évidemment, j'aurais mis compte. Et encore, je suis léger, mais je pense que dans le 11, il va y avoir une étape qui va être franchie de plus. Et c'est quoi, du coup, alors? Une espèce de thérapie aussi? En plus d'une double vie? Exutoire. Non, mais j'ai jamais dit que j'avais une double vie. Attention, c'est rapide. Non, mais c'est juste par rapport au film que je dis ça. Par rapport au film. Tu as la vie. Tu es Gabriel et Laurent en même temps. C'est une thérapie, oui et non, parce que écrire est absolument exutoire. Je le conseille à tout le monde, sans forcément aller chercher, décrocher le best-seller ou le prix Goncourt, on s'en fout de ça. Mais je conseille à tout le monde d'écrire. Moi, je l'ai déjà dit, même en séance dédicace, des personnes qui sont venues. Et d'ailleurs, il y a une actrice qui l'avait dit dans un commentaire sur Facebook à l'époque. Elle a dit, mais Laurent Leboeuf incite même ses lecteurs à écrire. Mais bien sûr, c'est fabuleux d'écrire. C'est un territoire qui est sans limite, sans frontières. C'est exceptionnel. Un film va avoir des limites budgétaires, il va avoir des limites territoriales, il va avoir des limites même dans le casting des acteurs. Mais en écrivant, tu n'as plus de limites nulle part. Donc, si ça permet de soigner des blessures internes chez tout le monde, écrivez des livres. Écrivez, moi je trouve ça génial. Après, c'est vrai, il faut avoir le temps. Après, je conçois, maintenant aujourd'hui, mon temps est à 100% consacré à l'écriture. Il y a tout ce qu'il y a autour, la gestion autour. On parlait des objets dérivés, mais il y a le projet série télé, il y a les relations avec la presse, les médias, les chroniqueurs, les chroniqueuses. Enfin, je veux dire, c'est du boulot à part entière. Hein. Les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'on est sur un canapé à regarder une série Netflix toute la journée. Non, c'est du travail tout le temps. Il faut toujours relancer, il faut toujours être la passerelle, le lien entre les uns, les autres, savoir où ils en sont pour pouvoir faire accélérer les autres. Enfin, c'est un travail à part entière. Et tu as toujours été hyper productif comme ça, parce que tu as vécu plusieurs vies, tu as rencontré plusieurs mondes, la logistique, le transport, la restauration, le golf, si j'ai bien compris, l'édition, tu as été éditeur, tu es toujours hyper productif comme ça, cette curiosité de sauter de chose en chose, et pour finalement arriver quand même à écrire 11 romans, enfin le 11e en cours, plus de 10 romans en 6 ans, c'est ça? En un peu plus de 5 ans? Ouais, en 5 ans. C'est de l'hyper-productivité, c'est phénoménal. Et tu as toujours été comme ça? Oui, alors, il y a plusieurs choses que j'ai abandonnées dans ma vie. Parce que ça m'excite au début, et puis au bout d'un moment, mais finalement, on en fait vite le tour, parce que tout n'est pas merveilleux et fabuleux, même dans les idées qu'on peut avoir. Donc, et puis la vie est gérée par des cycles, le végétal est géré par le cycle, l'animal est géré par le cycle, nos humeurs sont gérées par des cycles, les saisons sont des cycles, les années sont des cycles, ainsi de suite. Donc, il y a des cycles, oui, des cycles où il y a des choses qui m'ont plus intéressé parce que j'en avais fait vite le tour et parce que il y a plus d'excitation mentale, intellectuelle. Et oui, donc j'ai rebondi sur plusieurs choses dans ma vie et je suis très heureux d'avoir fait tout ce que j'ai fait dans ma vie.
et je le défends et je le maintiens et j'en suis très fier. Alors, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi, et d'ailleurs, il faut faire des erreurs pour Tant pouvoir mieux, faire des tant réussites mieux. après. J'ai fait beaucoup de Mhm. conneries, là, on pourrait passer la nuit à en Non, parler. non, et puis tant mieux, c'est Non, mais pas le des erreurs, sujet. des mauvais choix. Mais tant mieux que j'ai fait tous ces mauvais Oui, choix, parce que quelque part, c'est l'école de la vie, elle est comme ça. Si tout était lisse, si bien tout sûr. était facile, si tout était tracé, je fais des études, j'ai tel métier, j'ai tel revenu, j'ai telle femme, j'ai tant d'enfants, j'ai un break Volvo, ou un break, je sais pas ce qui est à la mode aujourd'hui, Audi, un Labrador et une villa, et une résidence secondaire. Non, mais c'est pas ça la Et vie. un chien et demi. Non, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est effectivement, Non, ben, justement, malheureusement, des situations qu'on c'est ne peut pas génial que tu gérer. aies su rebondir. Tu as su rebondir à chaque fois, et c'est ça aussi que je voulais souligner. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Oui, C'est mais aujourd'hui, cette hyper la productivité capacité qui que fait. j'ai dans. Vas-y. Oui, non, je disais aujourd'hui, cette hyper-productivité, oui, que j'ai eu toute ma vie, oui, bien sûr, j'ai fait 1000 choses, j'en ai fait beaucoup, 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 mais ça m'amène à enrichir mes livres aussi. Sans cette vie-là que j'ai eue Oui. avant, je ne suis pas convaincu que j'aurais pu enrichir autant 330 pages quand j'écris, et 330 pages en plus sur des grands formats. Bien sûr. L'émission de Gabriel Saint-Jean, c'est grâce à la vie que j'ai eue avant, avec ses douleurs, avec ses réussites, avec ses échecs, avec ses mauvais choix, avec ses bons choix. Voilà. Mais aujourd'hui, en revanche, j'ai découvert la chose qui m'excite le plus, c'est écrire des livres. Voilà. Et je suis pas prêt d'arrêter. Parce que, pour répondre à l'auditrice tout à l'heure qui disait de mémoire, non, Laure Roulier qui disait, oui, mais est-ce qu'avoir un héros récurrent? Mais non, au contraire, moi, Ouais. là, j'ai découvert, j'ai eu cette révélation, cette excitation mentale de faire vivre ce héros. Et alors, je ne vais pas employer ce terme parce qu'il est vulgaire, il n'est pas approprié, mais il y a un côté d'excitation, voilà, pour un homme. Bien Et sûr, oui, bien sûr. Ouais. je bande en écrivant. Voilà, parce que ça me Bien fait sûr. bander d'écrire l'émission de Gabriel Saint-Jean. Voilà, je prends mon pied total. Mais c'est l'accumulation de tout ce que j'ai connu dans ma vie. Des joies, des Évidemment. peines, des moments et des échecs, des réussites, des rencontres que j'ai faites exceptionnelles. J'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels dans ma vie. Et Donc, tu merci à eux, sens parce que que Gabriel. être un personnage dans la saga à un moment, un ennemi ou un co-personnage, va savoir. Mais oui, Va bien savoir. sûr. Ça nourrit et ça le nourrira longtemps, c'est ça. Du coup, c'est ça, oui. Tu sens que tu ne te lasseras pas de Gabriel. Tu sens que là, tu as vraiment trouvé Pas pour l'endroit où l'instant. tu t'éclates. Ouais. Non, pas pour l'instant. Là, j'ai envie de reprendre le 11. Là, ça fait 3 mois que je l'ai arrêté parce que j'avais beaucoup de choses à faire, à gérer à côté. J'ai envie de m'y replonger dans le 11. En plus, c'est un sujet brûlant, voilà, qui, quand il sortira, il sera peut-être encore en avance sur son temps. Mais non, puis il y a ce projet de série télé. Bon, il n'est pas encore au bout. Attention, il n'y a pas Oui, moteur, action demain matin. c'est très Donc long encore de toute façon. C'est très long, hein, ces projets. Bon. Mais là, Mm. on a beaucoup avancé ces dernières semaines, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et voilà, mais c'est une vie aujourd'hui. Merci de pouvoir la vivre. Donc, je remercie aussi certaines personnes qui me sont très proches et qui m'aident à pouvoir l'accomplir dans de bonnes conditions aussi. Parce qu'on n'est jamais quelqu'un tout seul, hein, ça n'existe pas. Tout le monde a besoin et a toujours, à un moment donné dans sa vie, à quelqu'un à côté de lui qui l'aide. Celui qui me dit qu'il a réussi tout seul de A à Z, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Il a peut-être l'idée de départ, il a peut-être remué ciel et terre pour convaincre des gens, mais à un moment, tu as de l'aide extérieure. C'est une règle immuable aussi dans la vie. Je pense aussi, Et oui. Je pense quel que aussi, soit oui. familial, sentimental, amical, professionnel, industriel, du renseignement, de l'armée, de tout ce que tu veux, tu as à un moment besoin des autres pour réussir. Les petits détails et les petits déclics qui font que ça peut avancer, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Juste pour finir et pour revenir encore, enfin pour remettre encore une petite couche sur à quel point Gabriel tient de toi, du moins, c'est que j'ai justement dans les recherches, en regardant les vidéos, comme tu dis, j'ai aperçu les planches de Macma. Et quand le personnage qui représente, c'est toi, j'ai pas halluciné. Alors,
Non, d'abord, il n'y a aucune. Non, ce sont les dessinateurs du studio McMahon qui ont. Oui, Qui ont oui, créé, oui. ils se sont inspirés de ce qu'ils ont bien voulu s'inspirer. Mais alors, Oui. attention, oui, il y a un petit air de ressemblance. On va dire un petit air de ressemblance. Mais Oui. je n'ai donné aucune consigne. Attention, là, je suis très, très honnête et très Ah non, non, clair. non, non. Justement, Mais, c'est ce que je te dis. Je te dis que du coup, les dessinateurs ont imaginé ce personnage et en l'imaginant, il se trouve que quand même, il y a une ressemblance. C'est justement ça que je veux dire. C'est que sans le vouloir, la façon dont ils ont imaginé le personnage, c'est... Oh, quel acteur tu cherches, mais c'est toi. ouais, alors, je n'ai aucun talent d'auteur, enfin d'acteur, pardon. Donc, non, ça, c'est à oublier. Non, mais après, eux, ils ont lu les livres, hein, comme toi, comme Sonia, comme. Bon, après, voilà, c'est vrai que, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé mes réseaux, LinkedIn, Instagram et Facebook. Bon, voilà, ils ont vu la gueule, tiens, mais on va s'inspirer de l'auteur. Voilà. Voilà, d'accord. Mais c'est tout, il fallait bien qu'ils aient une fausse inspiration. Après, il y a des descriptions physiques de Gabriel Saint-Régent. Je ne me décris pas, non, je ne suis pas à ce point-là égocentrique pour me décrire. Ah non, non. Travers C'était de. pas l'idée, Non, non, c'était pas du tout. non, mais après, voilà, il a une silhouette. Après, je m'amuse, je m'amuse. Et si moi je m'amuse, le lecteur s'amusera. Je m'amuse Oui, parfois bien sûr, voilà, je m'amuse. Je m'amuse. évidemment. Je sais le Et look ça que se sent. j'aime, je sais comment je m'habille. Donc Oui, parfois, Saint-Jean s'habille un peu comme j'aime bien m'habiller. Voilà. C'est du jeu entre lui et moi, ça. ah, c'est terrible. Bah écoute, à défaut de Laurent Le Bob Sinclair, on a Laurent Le Bob Saint-Régent. Et Ouais. merci beaucoup. Imagine peut-être que dans quelques années, un DJ s'appellera Gabriel Saint-Jean. Je te le souhaite. Et Vraiment. ouais, et ouais. Et ouais. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour ce tête-à-tête, tous les deux. On rappelle, hein, Laurent, que tu étais avec nous pour nous parler de ce livre, hein, qui est sorti le 17 avril en exclusivité chez France Loisirs et qui sortira donc chez Héraclès donc, au mois d'octobre. Donc, c'est toute une saga, hein, qu'on aura l'occasion de retrouver prochainement. Donc, on l'a dit, après le 17 juin, il y a eu donc effectivement 23e Parallèle Nord qui sortira en décembre chez Héraclès. Et enfin, dans un mois tout pile, le 17 août, sortira donc As de pique, toujours chez France Loisirs, et pour sortir aux éditions Héraclès au mois de février. Pardon? J'adore As de pique. Alors, ne me posez pas la question si j'ai un préféré dans les 10, je n'ai pas. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Non. Est-ce que tu as un préféré parmi les trois? C'est à moi que Parmi tu poses les la question. 11. Non, mais c'était pour rire, c'était pour rire. Parmi les 11 À en moi. plus, imagine. Bien sûr. Non, parce que Ah non. alors, pas de préféré. Attention, j'ai pas de préféré, j'ai pas de préféré. Mais il y a des sujets qui m'ont plus, on va dire, excité que d'autres. Voilà. Des sujets qui m'ont plus excité que d'autres. Mais tous les sujets m'ont excité en même temps. Mais il y en a un que j'adore après des raisons qui m'appartiennent, c'est As de pique. Il y a quelque chose dans As de pique. Il y a ce côté vengeance dans As de pique qui est très important pour Gabriel Saint-Jean. Et ben voilà, As de pique, on le rappelle, qui sortira aux éditions France Loisirs le 17 août et aux éditions Héraclès au mois de février. Voilà. Qu'on peut aussi te retrouver donc sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou pour Sonia, on peut acheter des mugs et des cabas. Attention, c'est pas des sacs, c'est des cabas. J'ai bien noté. Et des gourdes isothermes. Les casquettes. Voilà. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'effectivement, j'ai vu le commentaire tout à l'heure passer qui demandait où on pouvait justement se procurer ces goodies-là. Donc, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Il y avait juste une petite question, juste avant de rappeler l'auteur qui viendra vendredi, c'était où? Quand on écrit une saga sur l'espionnage, n'a-t-on pas un regard spécial sur les gens que l'on croise partout au quotidien? Ah, ça, c'est une question marrante, ça. Ça, c'est une question très, très amusante. Si, bien sûr. Faites paranoïa. La première qualité, là, je le dis avec beaucoup de sérieux, la première qualité d'un espion ou d'un agent du renseignement, c'est la paranoïa. Ceux qui savent. Eh ben, écoute, en tout cas, merci
Oui. Merci à Laurent pour ça. Regarde, c'est logique. Tu n'es pas paranoïaque, tu as des radars qui ne vont pas s'activer. Tu es paranoïaque, tu as des radars qui vont s'activer. Donc tu vas faire attention à tout. Et aujourd'hui, alors là, je fais un parallèle. Quand on va dans les hautes sphères du pouvoir, quel que soit le pays, plus ils sont hauts, plus ils se sentent intouchables. Parce qu'ils ne sont plus paranoïaques. Ils sont paranoïaques quand ils sont au niveau député ou juste en dessous, maire ou membres de conseils généraux. Là, ils sont paranoïaques. Parce qu'ils peuvent monter. Mais plus ils montent, moins ils sont paranoïaques. Et c'est là où ils se font tous... un officier ou un sous-officier, homme ou femme du renseignement, c'est pareil. La première qualité, c'est d'être parano. Il faut être parano. Alors, je joue souvent avec ça entre le colonel Archibald de Gans et Gabriel sur une fil de réflexion permanente de ouais, mais arrêtez d'être paranoïaque. Ben non, mais c'est la survie dont on dépend, la paranoïa. Toujours se méfier de son boulanger. Exact. Et de son facteur. De son facteur. Ah, surtout des facteurs, attention. Alors, je peux vous dire, mais ça, parce que ça a transpiré dans beaucoup de dossiers, le nombre d'agents secrets qui remplaçaient des facteurs dans des tournées pour distribuer le courrier, pour repérer les ennemis s'ils étaient là à telle heure, et d'avoir les dossiers ont été très souvent remplacés par des agents du renseignement. Voilà, je ne livre pas des scoops. Moi, je ne le croise pas souvent, mon facteur, mais maintenant, je vérifierai comme à 2 fois, on ne sait jamais. Attention. Attends, je ferai attention. En tout cas, merci. Oui, par contre, Séraphine? Ah, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Tu vas devenir parano, j'ai dit. Oui, bon. Alors, on rappelle effectivement que vendredi prochain, on recevra donc Cyril Rouquet-Prévost, qui viendra donc nous présenter son livre coécrit avec Mireille Sanchez, excellent, Le gros livre des œufs. Donc, vraiment un livre à découvrir. Sonia, si tu veux nous en redire 2-3 mots avant de clôturer cette émission, je t'en prie. Des œufs sous toutes les formes, sous toutes les coutures. Voilà, donc j'en dirai pas plus parce que je détaille un peu plus dans ma chronique. Donc voilà, mais j'ai beaucoup apprécié écrire cette chronique aussi. Je me suis amusée. Au plaisir, en tout cas, effectivement, de venir donc l'écouter parler. Il a été reconnu, connu grâce à l'émission Top Chef, première saison, je crois que c'était, ou la saison, je ne sais plus quelle saison, mais il a été connu dans Top Chef, si vous aviez regardé cette émission sur TF1. Maintenant, il est auteur, il est chef cuisinier. En plus, il y a un grand concours des chefs cuisiniers à domicile qui va se dérouler au mois de septembre. Donc, vraiment, on va pouvoir en discuter avec lui et parler de ses livres de cuisine et lui diffuser donc la question de Laurent qui était très intéressante. Donc, encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. On rappelle que vous pouvez suivre Laurent sur les réseaux sociaux et que cette émission, vous pouvez la retrouver chaque mercredi et chaque vendredi sur YouTube. Je le monte juste avant de terminer. Voilà, vous flashez ce QR code. Vous pourrez retrouver toutes les rediffusions de cette émission jusqu'à fin juillet et qu'à partir de la rentrée en septembre pour la saison 2, il y aura la page Facebook et la page YouTube de Entre l'encre et les mots. Vous la regardez sur la page de l'émission. Vraiment, merci à tous. Laurent, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour les personnes qui nous ont écoutés ce soir, même pour nos 2 acolytes qui sont en dessous. Alors, d'abord, première chose, je vous remercie à vous, puisque vous êtes les organisateurs. Merci de m'avoir mis en lumière sur ce travail qui a 5 ans maintenant et qui est un travail qui me nourrit aujourd'hui et je suis très heureux, très fier d'arriver à cela et d'avoir justement l'intérêt de chroniqueurs comme vous, parce que sans vous, il ne se passe pas grand-chose. Donc, merci de vous intéresser aux auteurs et aux autrices. C'est bravo à vous, c'est un travail de fond que vous faites et qui est très important pour faire connaître tous ces gens qui sont enfermés chez eux pendant des heures et qui veulent se faire connaître, ne serait-ce que parfois pour des 100 personnes. Et c'est génial. Donc, bravo à vous. Merci de vous être intéressé à Gabriel Saint-Jean. Merci de m'avoir invité. Merci de mettre l'espionnage en avant parce qu'aujourd'hui, ça devient un phénomène d'intérêt. Voilà, le vrai terme, c'est un phénomène d'intérêt parce qu'aujourd'hui, tout est lié au monde du renseignement, que ce soit l'invasion en Ukraine, que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit avec l'Iran, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique du Sud. Enfin, il n'y a pas un territoire sur la planète qui n'est pas soumis au monde du renseignement. Aujourd'hui, il y a des choses qui transpirent grâce à la presse, grâce aux médias. Et voilà, on s'intéresse à cet univers-là de plus en plus parce qu'il ne répond pas à tous les codes qu'on peut imaginer chaque jour.
il est sans limite. Il y a ce qu'on n'a pas parlé aussi et qui arrive dans le 9e opus, c'est un bureau. Le BSI se dote de son Q à lui, comme il y avait dans James Bond, parce que c'est très important, parce qu'aujourd'hui, toutes les agences de renseignement déploient des budgets de plus en plus importants sur le R&D, la recherche et le développement, pour avoir les petits gadgets de demain qui permettront d'éliminer des ennemis. Donc voilà, le monde du renseignement revit à nouveau des heures de gloire, et c'est bravo, merci d'avoir pu présenter ma saga. Voilà, je suis romancier, donc parfois je suis un peu long, c'est vrai. Mais pas de problème, en tout cas, merci à toi. On a passé un très agréable moment. Merci à Sonia pour ta chronique. Merci à Marie aussi pour cet extrait. Merci à toi, Séraphine, pour aussi ce portrait. Et comme l'a dit Laurent, tu as bien travaillé. Bravo, félicitations. Et en tout cas, on se retrouve donc ce vendredi. Allez sur les salons, lisez des livres. On fait toujours de très belles rencontres et de très belles découvertes. Donc vraiment, merci à tous. Et on se donne rendez-vous vendredi. Merci Laurent, à très bientôt. Merci à vous. À vendredi.